Bonjour à tous, vous écoutez à nouveau un nouvel épisode de Tout et de Rien, votre émission préférée de l'été, je le sais, j'en suis sûr, en tout cas je l'espère. C'est une émission à nouveau qui est en mode studio. On sait pas du tout si l'émission précédente en mode studio, qui était l'épisode 19, vous a plu, mais on en fait quand même d'autres, voilà, donc on espérera que celui-là vous plaira aussi. Donc du coup, j'ai avec moi mes comparses de studio, à savoir Fanchon. Comment ça va, Fanchon, aujourd'hui ? Je suis très content d'être là. Moi, ça me fait plaisir que tu sois là également, Oui, ça y oui. est. C'est, je suis de retour, mais encore oui, une oui, fois. Exactement. J'ai avec moi, encore une fois, Raphaël. Comment ça va, Raph ? Coucou. Bah écoute, ça va bien, ça fait plaisir de se voir finalement après des semaines de confinement et des semaines de parler à travers un ordinateur et c'est tout, donc du coup ça rend l'aspect encore plus convivial. Mais oui, et en effet. Et quoi de mieux pour représenter la convivialité que Benjamin qui est parmi nous aujourd'hui. Comment vas-tu, Benjamin ? Ça va, écoute, après une longue journée de boulot. Ouais, t'es quand même parmi nous et ça c'est très très fort. Oui, merci. mais c'est toujours un plaisir. Et ben, puisque c'est un plaisir qui est partagé par tout le monde autour de cette table, ce que je vous propose, eh bien, c'est de commencer par toi, Ben. Je pense que t'as encore à nous parler de science-fiction cette fois-ci à nouveau. C'est la première fois que je commence, donc je dois avouer que oui, c'est vrai. Je suis un peu stressé, j'ai jamais commencé, je sais pas trop comment ça se passe, mais bon, on va... Ça va aller, respire, respire. Ça va aller, c'est bon. C'est bon. C'est vrai que t'es toujours en dernier généralement, donc c'est pour ça, mais bon, ça va le faire. Il y a une première fois à tout, hein, c'est normal. Yes, allez, je vais encore vous parler de science-fiction, puisqu'il reste encore des sous-genres dont j'ai pas traité. Aujourd'hui, on va parler non pas d'un, non pas de deux, non pas de trois, non pas de quatre. Si. Mais attention, pas de roulement de tambour, tant pis, c'est pas grave. Non, c'était superflu de toute façon. Non, en fait, on va parler de 4 sous-genres de la SF. Vous êtes sans doute en train de vous dire, mais enfin Ben, comment comptes-tu parler de 4 sous-genres de la SF dans une chronique relativement courte comme tu as l'habitude de les faire? Ce à quoi je répondrai, eh bien en réalité, ce que je vais faire là, c'est plus du 4 en 1. Je vais pouvoir vous parler des 4 en ne vous en présentant en fait vraiment qu'un seul. D'accord. Voilà, alors comment... Non mais bien sûr, ça soulève d'autres questions. Comment un tel tour de force est-il possible ? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous parler en fait de 4 sous-genres qui sont, au final, il me semble, très proches, très semblables dans leur construction, ainsi que finalement dans leur appellation. Hein. Aujourd'hui, on va parler de cyberpunk. On va parler aussi par extension de steampunk, on va parler aussi de dieselpunk ainsi que de biopunk. Donc vous aurez saisi la similitude qu'il y a du suffixe punk. Voilà, ils ont cette partie de leur nom en commun, d'où leur ressemblance, mais on y reviendra. Comme d'habitude, hein, une fois n'est pas coutume, continuons avec une petite définition des familles. Je sais que vous adorez ça. Moi j'adore les définitions. Vous en redemandez, vous êtes avide, gourmand de définition, n'est-ce pas ? J'adore ce mot. Alors cyberpunk, moi j'aime bien aussi. Cyberpunk est un amalgame de 2 mots, alors cyber et punk. Ouais, jusque là pas de surprise. Cyber, c'est lui-même une abréviation de cybernétique. Et du coup, qu'est-ce que la cybernétique ? Vous êtes prêts pour une petite mise en abîme ? Eh bien oui. Piquer des hannetons. Une définition dans la définition. C'est Definiception. Ouais, exactement. Si vous avez peur au sortir de tout ça de ne plus savoir faire la différence entre le réel et la définition, c'est que ma magie aura opéré. Sinon, c'est que vous êtes mentalement stable. Mais revenons à nos moutons électriques, voulez-vous ? La cybernétique, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendez, mais en tout cas, j'ai été un petit peu surpris. Il s'avère que c'est la science des analogies maîtrisées entre organismes et machines. La cybernétique, forcément, je sais. Et moi, je ne le sais, enfin, je sais maintenant. Je ne savais pas avant de savoir, ce qui est logique. Mais peu importe, la cybernétique considère que tout système vivant ou non vivant est imbriqué en interaction constante et la plupart du temps en harmonie. On considère qu'une société, une économie, un réseau d'ordinateurs, une machine, une entreprise, une cellule, un organisme, un cerveau, un individu, un écosystème sont des systèmes certes complexes, mais que l'on peut étudier, connaître, maîtriser et contrôler au final si l'on s'y intéresse. Alors, la cybernétique, c'est une science qui a été fondée en 1948 par le mathématicien américain Norbert Dragono. Wiener.
Je sais pas Cette comment vanne ça était se pourrie, prononce, je je dirais pense. Winner, J'ai pas compris. W-I-E-N-E-R, peu importe. Celui-ci, conscient de l'impact de sa découverte sur les sociétés, prévoyait déjà dans les années 50 le remplacement de l'homme éventuellement par des intelligences artificielles et mettait en garde les responsables politiques de l'époque contre les conséquences d'une utilisation irréfléchie de machines en fait dans le cadre de l'évolution de la société. Le deuxième mot qui est associé au genre, c'est le mot punk. Voilà, ce sera moins compliqué puisque ça signifie, c'est un mot anglais qui signifie voyou. Voilà. Le mot punk est associé aujourd'hui majoritairement au mouvement punk, qui trouve ses origines dans l'Angleterre des années 70. Mouvement portant des valeurs libertaires et anarchistes, à contre-courant du libéralisme et du conservatisme politique. Les punks sont aujourd'hui, et à l'époque déjà également, la figure typique du marginal en opposition aux valeurs établies, aux valeurs majoritaires, révolté, contestataire et parfois violent. Bon, le mot cyberpunk, la contraction des deux mots, a été utilisé pour la première fois au début des années 80. Il s'agit d'un titre, en fait, d'une série de nouvelles publiées dans le magazine américain Amazing Stories, qui est très célèbre, ce magazine, pour avoir publié énormément d'œuvres de science-fiction. C'est d'ailleurs le thème de l'Amazing Stories. On ne devrait donc pas être surpris d'y trouver de la science-fiction, en fait. Je reviens sur ce que j'ai dit. Et ces nouvelles ont été écrites par Bruce Bethke, si on prononce à l'anglaise. Bethke, il raconte en fait dans cette série de nouvelles qui s'intitule Cyberpunk les péripéties d'adolescents hackers. D'accord. Voilà. Il fait le pari de rapprocher les nouvelles technologies informatiques du mouvement punk contestataire grandissant. Le mot cyberpunk est associant, dans l'occurrence, il me semble, l'acte de hacking comme une sorte de mouvement de contrôle ou de résistance éventuellement, puisque a priori illégal. Ce rapprochement fera des étincelles, puisque le terme est resté aujourd'hui et a donné son nom à un sous-genre de la science-fiction. D'accord. Alors le cyberpunk, c'est un sous-genre de la SF, donc, comme je viens de le dire, qui est aux frontières assez vagues. Bon, ça devrait pas être trop... bon, vous l'aurez compris depuis le temps que vous me suivez. Les sous-genres de la SF ne sont pas imperméables les uns aux autres. Bien évidemment. Ah oui, mais ils sont au final... Enfin, il est au final très rare de rencontrer une œuvre qui ne soit purement que rattachée à un seul sous-genre. Enfin, là, honnêtement, moi, il ne m'en vient pas à l'esprit qu'il soit... genre une œuvre qui est purement du post-app ou du... Je sais pas si c'est possible, ça doit exister. Je chercherai d'ailleurs. Ce sera peut-être l'objet maintenant que j'y pense. D'une chronique future. Tu l'as trouvé. Bah ouais, je vais tomber à court de sujets en fait là. Ouais, parce que c'est ton dernier là, du coup, c'est ça. Bah a priori oui, j'irai revoir ma liste des sous-genres de SF. Peut-être que j'en ai oublié un au passage, c'est possible, mais il me semble que j'ai plus ou moins tout couvert. Alors le cyberpunk, il est souvent associé à la hard science. Souvent, pas systématiquement, mais assez souvent. Le récit, quant à lui, est souvent fixé dans un cadre à forte connotation dystopique. Ouais. Alors, la dystopie, c'est un peu l'inverse d'une utopie, en fait. Carrément l'inverse de l'utopie, c'est une société de contrôle total, où finalement on a très peu, voire aucune liberté individuelle. Alors la technologie dans ces récits, elle est au cœur de la vie humaine. Alors on ne peut plus en aucun cas ignorer cette technologie, on ne peut plus en contourner l'usage dans ces... Comment dire ? Elle est au cœur de la vie humaine, en fait, elle est au cœur du récit et... Ah zut, je suis en train de me perdre. C'est pas grave. Je crois que j'ai pas... C'est le stress d'être premier. Ouais, c'est peut-être ça, ou peut-être le fait que je me suis pas très bien préparé, c'est possible. Ça joue. Ça peut potentiellement jouer, mais c'est pas grave, on est avec toi, on te supporte. En fait, dans Ah, ces mondes cyberpunk, ceux qui ne se plient pas à l'utilisation de ces technologies sont considérés comme au mieux des parias ou des fous. Au pire, et souvent c'est le cas comme des dissidents. Parce que oui, cette société qui est dépeinte dans les mondes cyberpunk, dans ces mondes souvent dystopiques, c'est une société qui est éminemment technocratique, où la technologie clairement n'est pas utilisée que pour faire le bien. Ouais. C'est même souvent... Bien au contraire. Bien au contraire, un vecteur de contrôle absolu sur les corps et les esprits, un organe de surveillance implacable, et finalement, au travers du contrôle et de la surveillance permanente, un outil d'oppression surplombant. Bien sûr, la technologie qui est mise à l'honneur dans ces univers cyberpunk, c'est l'électronique avec l'informatique et aussi éventuellement de la robotique. Mais globalement, c'est des technologies qui tournent autour de l'électronique.
Les mondes cyberpunk se résument souvent à des mégalopoles surpeuplées où la population baigne en permanence dans une sorte de syncrétisme culturel, puisque c'est des endroits où on a rassemblé des millions et des millions de personnes, où la technologie omniprésente fait autant partie du quotidien que la respiration même des personnes qui y vivent. Et c'est d'ailleurs dans certains univers, certains de ces univers comme Total Recall, littéralement le cas, puisque dans Total Recall, on y décrit la vie de certains qui est entièrement dépendante en fait des machines. C'est-à-dire que si les machines arrêtent de fonctionner, des gens meurent. Ce sont les colons martiens qui dépendent des machines, de la purification de leur air pour pouvoir survivre. On s'en sert d'ailleurs dans l'œuvre comme un moyen de pression pour les contrôler. Enfin, voilà, des trucs très sympas. Je vous conseille Total Recall, le film. Tu parles le premier, pas le remake avec Colin Farrell. Celui-là il est pas ouf, je dirais. Bon bref, vous l'aurez compris, la technologie, l'informatique, la robotique sont à l'honneur dans le cyberpunk. Je parlais tantôt de dystopie et c'est intéressant de l'évoquer parce que c'est souvent le cas dans la science-fiction de manière générale. Il est souvent plus intéressant, comme je le disais dans ma chronique de Post-Up, de parler de choses qui ne vont pas que de choses qui vont. Mais parce que globalement, si tout va bien, il n'y a pas nécessairement beaucoup de choses à raconter, il n'y a pas de péripéties, il n'y aurait pas d'éléments perturbateurs et donc le récit n'aurait pas lieu, en fait il serait rendu caduque. Bon, en l'occurrence ici dans le cyberpunk, et comme c'est souvent le cas en science-fiction de toute manière, le récit sert avant tout de prétexte pour transposer des préoccupations contemporaines d'un auteur dans un univers de fiction futuriste hypothétique. C'est une manière de cristalliser les angoisses et les peurs d'un auteur au travers d'une fiction et ainsi d'explorer comme quasiment toujours, différentes pistes, différentes voies qui s'offrent à l'humanité à partir d'une thématique centrale. En l'occurrence, pour le cyberpunk, et vous allez voir pour les autres punks, c'est une forme de technologie particulière. Bon, en fait, les dystopies cyberpunk, c'est vraiment une illustration parfaite de ces angoisses et de ces préoccupations. Les auteurs de SF confrontés au développement et progrès technologiques de leur temps, et moi je pense notamment aux années 70-80, se posent la question de la place que va prendre cette technologie dans un futur plus ou moins proche. Une technologie qui prend une place qui est de plus en plus importante, bien sûr, et on le voit aujourd'hui, puisque cette technologie elle est omniprésente. Moi je suis le premier à passer le plus clair de mon temps connecté via internet, que ce soit sur mon téléphone ou un ordinateur. Enfin voilà, je pense je passe assez facilement la moitié de ma vie, donc j'ai pas de mal à l'admettre. Maintenant ça fait partie intégrante de nos existences et je pense que vous serez d'accord avec ça. Oui, en effet. Vous êtes bien évidemment passé peut-être pas autant de temps que moi sur les PC, et c'est peut-être tant mieux pour vous, mais si, un petit peu quand même, je pense. Ouais, si, un peu. Un peu quand même si c'est pas le PC, un écran de toute façon. Après, ça, en fait, c'est aussi lié à ton temps libre. Ah oui. Par exemple, je pense qu'on a tous eu énormément de temps libre, ou presque, quand on était à nos années de fac. Ouais. Et donc, forcément, qui appelle le temps libre dit... Non, moi je travaillais beaucoup. Moi, j'ai fait une fac d'histoire, donc j'avais du temps. Non mais je rigole, j'ai fait une fac d'art plastique. J'ai fait une fac de sciences humaines, donc c'est pas le temps. Fac d'histoire aussi. On est tous des vrais glandeurs. Voilà, bravo. Et c'est pour ça qu'on fait des podcasts en Ardèche maintenant. Il n'y a pas de secret. Vous voyez à quoi vous en êtes rendu si vous faites pas des études scientifiques, pour ceux qui nous écoutent et pour qui ça n'est pas trop tard. Devenez ingénieur en aéronautique ou en hydraulique, peu importe, mais c'est ça le futur. Nous on est dépassés, on n'est pas rentable. On est de l'histoire ancienne. On est mis à la casse, en quelque sorte. Bon. Yes, super, merci pour ce constat. C'est pas grave, enfin si, c'est grave, mais bon. C'est un autre débat, un autre temps. On en parlera peut-être un jour. Ça peut être intéressant. D'un débat sciences dures versus sciences sociales, qui sert à quoi et qui est le plus important. Moi, je dirais que tout est important, mais bon. Je pense que le débat risque de se terminer comme ça, je pense. C'est pas l'avis de tout le monde, mais pour en revenir au sujet, en effet, au développement et progrès technologiques d'un temps plus ou moins proche. Ces auteurs de SF qui ont écrit, qui sont rendus célèbres pour avoir fait des œuvres cyberpunk, je pense qu'ils sont partis d'un constat qui est simple, c'est le développement de plus en plus rapide, l'investissement de plus en plus lourd qui a été fait, que ce soit en argent, en ressources humaines, à leur époque, bien sûr, revenons aux années 70-80.
dans le développement de ces technologies et je pense qu'ils sont partis du principe et ils ont été assez clairvoyants à ce niveau-là que l'électronique allait prendre une place de plus en plus importante et centrale dans nos sociétés. Je pense qu'aujourd'hui on est bien placé pour dire qu'ils n'ont pas eu tort à mon avis sur ce point-là, tout au moins. Les autres dystopies, ça peut être un autre débat, hein, ça aussi, mais bon, pour une autre fois. Donc ils partent du principe voilà, que la technologie va avoir cette place centrale et que quasiment toutes les relations humaines, même le social en fait, le social pas au sens politique, on fait du social, on donne des thunes à droite à gauche, le social en tant que relation humaine, en fait, les relations sociales entre hommes seraient gérées plus ou moins par le prisme de ces technologies, et ce qui tend à se concrétiser. En fait, le cyberpunk, il est souvent dystopique à mon sens parce qu'il hérite d'une vision désabusée du progrès. Alors ça, c'est un truc dont j'avais déjà parlé dans ma chronique sur le post-app. Ouais. C'est cette vision positive du futur qui a été convoyée par le progrès technologique et scientifique du 19e et du début 20e, qui s'est retrouvé balayé, anéanti après la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement depuis... ouais, c'est ça coïncide avec la Seconde Guerre mondiale. Avec et l'ère atomique aussi. Ouais, voilà, c'est ça, l'ère atomique. Et la maîtrise de l'atome et de son pouvoir de destruction globale, pardon. Les peuples sur Terre prennent soudainement conscience que le progrès, contrairement à ce qu'on a pensé pendant presque un siècle, le progrès ne mène pas nécessairement vers le meilleur, ne mène pas nécessairement vers le bon, il ne mène pas forcément vers ce qui est désirable, et la vision des lendemains qui chantent s'estompe petit à petit dans l'esprit des gens pour laisser un voile gris de résignation et de pessimisme. Et c'est à mon sens de cette désillusion, de ce désenchantement du monde que vont naître à terme les dystopies cyberpunk, où la technologie n'est plus utilisée pour l'émancipation de l'humanité, mais bel et bien pour son contrôle et son exploitation. En ce sens, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ces auteurs et ces dystopies elles sont pas forcément plantées, hein. On verra comment ça se passe dans les années à venir, mais plus ça avance et j'ai l'impression que plus on y vient. Bon, comme je l'ai dit, c'est pour un autre débat. Bon. Ouais, voilà, tâchons de pas tomber dans de pas tomber dans le jugement et le misérabilisme. Hein. Oui, les gens du futur nous jugeront. Ouais, et cela dit, pour ceux qui veulent lire du cyberpunk, qui en ont lu ou qui vont en relire, je pense que ça peut être intéressant. Mais on pourra pas s'empêcher au fil des lectures de tracer des parallèles intéressants quoi, entre ces œuvres qui étaient à l'origine de l'anticipation et nos sociétés actuelles. Le cyberpunk, c'est aussi intéressant soit-il, je vais pas vous mentir et peut-être que vous le savez déjà, mais c'est un sous-genre de la SF qui a pas très bien vieilli. Certains le prétendent même mort. Ah ouais ? Ouais. Et parmi ceux qui le prétendent mort, il y a les grands auteurs du genre lui-même. Ceux qui ont rendu le genre célèbre et qui se sont rendus célèbres au travers du genre. Bon, bien sûr, stricto sensu, le cyberpunk n'est pas mort, mais son intérêt, la hype, on pourrait dire, dont il a été l'objet, s'est assez rapidement atténué. Parce que certains, voire même la plupart des thèmes futuristes abordés dans le cyberpunk sont trop vite devenus des thèmes d'actualité, en fait. Oui, d'accord. Ouais. Et ça s'est essoufflé à mon sens à cause de ça, du fait que ce futur était peut-être un poil trop proche ou est arrivé trop vite en fait pour le cyberpunk qui aujourd'hui, sans être devenu totalement inintéressant, s'est confronté assez rapidement à ses limites en fait, du fait qu'on a atteint plus rapidement, je pense qu'ils l'avaient anticipé eux-mêmes, des paliers en fait de similarité entre le réel et est-ce que quand on fait quelque chose qui commence à devenir d'actualité, est-ce qu'il s'agit encore de science-fiction? Je pense plus tout à fait, on parlera à ce moment-là plutôt de fiction si ça se rapproche un petit peu trop du réel, et je pense que le cyberpunk a touché assez rapidement cette limite. Bon voilà, le développement du numérique, il a été si rapide, il a été si fulgurant que fiction et réalité se sont rejoints, voilà, mettant un terme effectif à ce qui constitue un des piliers fondateurs de la SF, à savoir la spéculation. Ouais. Donc là, à mon avis, voilà, c'est un peu mort. Bon, sans être mort, voilà, ça peut être réutilisé, ça peut être développé, on peut refaire, je pense qu'on peut faire du cyberpunk. Ouais, ça peut être remis au goût du jour. Ouais, clairement, et peut-être que d'ici un an ou deux, ils vont prouver que j'ai tort et qu'il va y avoir un renouveau du cyberpunk. Cela dit, le renouveau... Oui, pardon. Non, vas-y, c'est ce que j'allais dire, en termes de cyberpunk, il y a pas, je sais pas,
dans un classique qui est des trucs genre Ghost in the Shell, etc. C'est techniquement du cyberpunk ou pas du tout? Alors oui, Ghost in the Shell, Akira... C'est des trucs où on n'y est pas encore non plus complètement. hein. Non, certes, on peut peut évoluer. citer Matrix peut être Matrix, c'est le éventuellement cyberpunk. assimilé à du cyberpunk. Beaucoup le prétendent que non, mais Je vois pas trop ce que ça pourrait être si c'est pas du cyberpunk, c'est vrai. bah, Du post-apo aussi, ouais. c'est du post-ap. Post, ouais. En partie, c'est D'où du l'idée de post-ap. mélanger les genres, au final. À nouveau, comme tu disais. Ouais, Oui, moi, sinon, ce que tu peux faire, c'est de faire du cyberpunk, mais encore plus loin dans le temps. Et du coup, oui. Là, ça ressemblerait moins à aujourd'hui, donc ça on peut avoir des éléments cyberpunk, on peut avoir des éléments biopunk dans du space opera, notamment j'en avais parlé, la trilogie de l'Aube de la Nuit, où on a l'humanité qui s'est scindée en deux factions. Une faction majoritaire dont toute la vie, toute la technologie est basée sur les nanotechnologies justement et des implants qu'ils ont dans le cerveau. Des nanites en fait, des milliards de nanites qu'ils ont dans leur corps et qui agissent comme des cellules, qui les soignent, etc. Enfin voilà, et une autre partie de l'humanité minoritaire dont la technologie rejoint celle qui est développée dans le biopunk, c'est-à-dire les technologies purement des biotechnologies en fait, et la manipulation du génome, etc. Donc on peut en faire, bien sûr, on peut avoir des éléments steampunk sans que ce soit cyberpunk. On va y venir justement au steampunk, c'est pour ça que ma langue a fourché. Vas-y, nous te relaissons la parole à nouveau. Voilà, le cyberpunk, à défaut d'avoir perduré longtemps, peut se vanter d'avoir influencé et même entraîné la création de nombreux autres courants littéraires, comme le steampunk, le dieselpunk ou le biopunk. Alors vous aurez compris comment différencier ces sous-genres, le principe est le même en fait. On se base pour créer un univers sur des technologies hypothétiques, que l'on met en scène dans des sociétés hypothétiques elles aussi, où ces mêmes technologies ont un rôle central ou qui devient de plus en plus central dans le développement du récit. Là où le cyberpunk se base sur la technologie électronique, le steampunk lui se fonde sur la technologie de la machine à vapeur. Steam en anglais signifiant vapeur. De ce fait, le steampunk est essentiellement uchronique. Oui. Bah oui, forcément, mais c'est une uchronie, moi ça m'intéresse pas trop les uchronies, voilà, je vous donne mon avis même si vous en fichez, mais je trouve que ça a ses limites. Le dieselpunk, lui aussi, essentiellement uchronique et qui est centré sur l'énergie, l'utilisation des énergies fossiles, donc essence, pétrole, etc. L'énergie nucléaire aussi rentre en compte pas mal dans le Fallout, c'est techniquement du Fallout en effet, mais Fallout c'est tout. Fallout Fallout c'est du cyberpunk, Fallout c'est tout en fait, c'est absurde Fallout. C'est génial mais c'est absurde. Et le biopunk qui lui se base sur la biotechnologie et la maîtrise du génome. C'est en ce sens en fait que je me suis permis de vous parler de ces quatre sous-genres de manière détournée certes un petit peu, parce que je pense que maintenant vous comprenez mieux dans quelle mesure ils sont proches malgré leurs différences. Bien différents bien sûr, mais il y a quand même ce rapprochement qui peut être fait. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont tous le même suffixe, ils partent tous dans le même postulat, technologie dominante ou émergente qui prend une place dans le récit. Qui devient soit de plus en plus centrale, soit qui l'est déjà. Normalement, je finis sur une recommandation. Oui. Le fait est que j'ai lu aucun truc qui est vraiment cyberpunk, ou majoritairement cyberpunk. Donc j'aurais pas de recommandation à vous faire. Malheureusement, renseignez-vous. Vous pouvez trouver assez facilement des œuvres cyberpunk, les grands classiques, les moins grands classiques. Il suffit d'utiliser Internet. C'est vrai. Et c'est un peu cyber ça d'utiliser Internet en plus. Bien sûr. Donc vous êtes déjà un petit peu dans le cyberpunk. Mais peu importe. D'accord. Voilà, tapez cyberpunk, œuvres, vous trouverez des suggestions d'œuvres importantes. À vous de juger si elles sont bien ou pas. Moi, je pourrais pas vous conseiller sur la chose, puisque comme je l'ai dit, je n'en ai pas lu. Eh bien, ce sera la fin décevante de cette chronique dont j'ai le sentiment qu'elle fut assez laborieuse, en espérant que ce ne soit pas trop le cas. Et que non, franchement, moi, je bois tes paroles à chaque fois. Je suis flatté. Mais du coup, j'en viens à une question. C'est une question qui m'a taraudé l'esprit quand on a commencé à aborder les autres punks. C'était, techniquement parlant, est-ce que par exemple Jules Verne, c'est du steampunk? Parce que pour lui, c'est des trucs contemporains, mais de nos jours, c'est un imaginaire qui s'apparente à du steampunk. Donc, de nos jours, c'est clairement steampunk, et je pense que dans l'esthétique parce que le steampunk c'est un courant littéraire, mais c'est aussi devenu un courant esthétique. C'est ça. Bon, voilà, il y a des mecs qui font du cosplay steampunk pour des raisons qui m'échappent.
c'est bon, je vous vexez pas si vous en faites, c'est pas grave. J'ai pas la prétention de tout comprendre. Moi, j'aime bien le et là, je steampunk. me bute à une de mes limites et c'est bien de se buter à ses limites parce que Mais c'est c'est quand même. ça qui nous fait avancer quelque part. Et j'essaierai de faire preuve d'ouverture d'esprit, mais là tout de suite j'y arrive pas. Je suis un peu fatigué. C'est parce que il est tard, c'est pour ça. Ouais, non, mais en vrai, voilà, le steampunk, je pense que oui, bien sûr que c'est steampunk de notre point de vue maintenant. Ce qu'a fait Jules Verne, c'est steampunk, mais pour lui, Pour lui, c'était de l'anticipation pour lui, plutôt. c'est plus de l'anticipation, Ouais. bien sûr. Il s'agit pas de. Et du coup, ça fait réfléchir au fait Parce que pour lui, c'est un steampunk, c'est comme si nous, dans 150 ans, il y a des gens qui Voilà, c'est prennent ça, j'allais y l'esthétique venir, ouais. des années 90, l'esthétique dégueulasse d'ailleurs, et qui besoin de dire, des années 90 pour notre enfance, hein, ça nous parle, on est nostalgique. Oui, bah oui, nostalgique. Et non, pour lui, c'est le présent, avec de l'anticipation en fait. C'est plus de l'anticipation, mais il y a cette esthétique steampunk, des machines à vapeur. Ouais. C'est steampunk pour nous maintenant, mais. Ouais, mais c'est assez rigolo de se dire que peut-être que dans le futur, les gens, des choses qu'on a écrites aujourd'hui, qui sont plutôt d'anticipation, seront reprises dans des genres du futur qu'on connaît pas encore. Et c'est assez rigolo de constater que finalement, avec le temps, les ouvrages changent et les esthétiques sont gardées. Il faudrait trouver une technologie qui définit les années 90 et rajouter punk à la fin. Les VHS. Ouais. Non, C'est une autre. 90, c'est l'avènement aussi de l'internet civil, même si c'est pas utilisé grandement avant les débuts des années 2000. Peut-être le netpunk. Le netpunk. Ouais, mais du coup, est-ce qu'on n'est pas, ça ressemble un peu au cyberpunk, du coup, non? Ouais, mais oui. Ouais, mais comme j'ai dit, maintenant c'est chiant. Ouais, c'est de faire chiant, du ouais, cyberpunk c'est plus parce que possible. Il y a plein de trucs maintenant qu'on a rejoint. Le cyberpunk, il y a un truc dont j'ai pas parlé, mais il y a aussi le sentiment de cette réalité virtuelle. Dans les œuvres de cyberpunk, la réalité virtuelle, enfin, je veux dire, c'est le fondement même, en fait. Philippe K. Dick, qui a fait pas mal de trucs qui peuvent s'apparenter à du steampunk. Il a Cyber. fait, oui, du cyber, purée. Pardon. Non, t'inquiète. Non, mais y a c'est pas de vrai, souci. il a fait beaucoup de choses qui sont apparentées à du cyberpunk et pour le coup c'est un des grands maîtres et lui il y a toujours cette distinction qu'on n'arrive plus à faire au fil de ses œuvres, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas. Ouais. Et il y a beaucoup à voir avec cette réalité virtuelle, ce qui est devenu l'internet en fait presque. Oui, bien sûr. Ouais. Le cyberspace, ils appelaient ça à l'époque, un espèce de cyberspace où tout le monde pourrait être connecté, soit par des implants Bah, via des smartphones, du coup, ouais, au final. via des smartphones, avec des intermédiaires un peu moins technologiquement avancés, mais ça fait le café, quoi. C'est la même chose. Ouais. Enfin, On est dedans, quoi. exact. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Ben. Merci, Ben. C'était très chouette. Merci de m'avoir écouté. Mais de rien, c'est toujours, en vrai, c'est vraiment toujours un plaisir. Moi, je suis Ouais, oui. hyper content de vous avoir tous les trois autour de cette table. C'est un jour peut-être qu'on arrivera à avoir les deux autres maillons manquants de cette chaîne, à savoir Alexandre et Mickaël, pour avoir tout le gang, Ardéchois. ardéchois, ouais, autour de cette table. Ça ferait une très longue chronique. Ça ferait une très longue chronique, mais ça peut 4 être heures de chronique. 4 heures. Avec Michael. Marc. Faire comme les streamers qui pètent des plombs des fois et faire des marathons. Mais, 12 mais heures, en- 24 heures. Ça serait trop bien. En vrai, tu sais que j'y pensais, je pensais pour le final, alors peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas, mais pour le final, faire un marathon où moi j'anime pendant, je sais pas, 3-4 heures et vous venez et vous partez, quoi. Comme ça, ça vous fait pas chier. Et Ah ouais. avec Moi, tout je le monde, pense parce qu'on qu'on est peut quand même, même, on est quand même une dizaine de personnes à faire des chroniques. La saison éventuellement. Ben ouais, c'est ça. Ben à la fin de la saison de DTDR, Ouais, moi ça me va carrément. Ça peut être marrant. On peut même faire un truc super long où on fait des interludes, où on fait rien pendant 1 heure et dès que ça nous pète, on parle de trucs. et bien du coup, après avoir parlé un petit peu de cyberpunk avec toi, Ben, on va faire comme s'il y avait jamais eu de pause manger et on va Non. passer directement à toi, franchement. Oui. T'as quelque chose d'un peu particulier à nous proposer Ben, aujourd'hui, je crois. un peu différent par rapport à d'habitude. Qu'aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait que je change un petit peu des Ouais. sujets futiles comme la nourriture, le voyage, tout ça, pour aborder des sujets un peu plus profonds et philosophiques. Alors, j'ai passé toute l'après-midi à réfléchir à de nombreuses questions existentielles. Pour ceux qui me connaissent pas, je travaille dans un grand site touristique Ouais. à la communication, au service de la communication. Et de quel mystérieux site s'agit-il? Dark Sidious. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le plus gros. Oh mon dieu. Yes. Bravo. Du coup, vas-y. Donc, je me suis posé plein de questions, à savoir quel était l'intérêt de mon métier, Ouais. et est-ce qu'il était éthique, à quoi servait-il, enfin bref, un tas de questions. Et au final, à la fin de l'après-midi, je me suis dit,
fuck, en fait, je vais pas parler de ça parce que on est samedi et que c'est le week-end Ouais, et tu peux que. pas parler de boulot, quoi. Ouais, non, c'est bon, Détente. c'est mort. Donc, retournons au sujet futile, Oui, d'accord. lié à la nourriture. D'accord, donc c'était un piège en fait. Tu m'as pas Voilà, du tout parlé de oui, communication. non, pas Quand du tu tout, m'as dit j'ai tout pas à du l'heure, tout je veux parler de communication, en fait, c'était pas vrai. Du coup. Ouais, non, pas envie, D'accord. quoi. Eh bah, ok. Donc, du coup, Oui, du coup. je vais vous proposer ce qui ressemble à un petit jeu, mais ça n'est Ouais. pas vraiment un. Enfin, devant vous, vous avez des petits échantillons. Et oui, on les voit, ils sont Voilà, dans un c'est- super sopalin. Voilà, donc c'est des choses comestibles. Ça Je sent vous- vache. En vrai, vous trouvez que ça sent bon? Parce que moi, je trouve qu'il y a un parfum là qui est en train de Ah ouais D'embaumer. d'embaumer, ouais, c'est ça, d'embaumer un petit peu les narines. Je sais pas si vous le sentez ou pas, ou si C'est un parfum de sucre. ça sent sucré, ouais. Ça sent le sucré. sucre. Bah, ça tombe bien vu qu'on vient de manger une pizza, ça fait. Ça sent le chocolat. Et je dirais même Chocolat une noir, petite ça sent phrase. Et Au pour moins. les petits gourmands, Et pour les petits gourmands, ouais. apporter le dessert. Du Voilà. panier de Yoplait, yes. Alors, c'est pas du yaourt, J'adore. c'est beaucoup plus doux. Non, Alors, donc du coup, ok, vas-y. on va partir sur le gâteau au chocolat. Donc je suis allée à Intermarché cet après-midi, une fois, Yes. Ouais. une fois que j'avais fini de me poser mes questions existentielles, Bien sûr, je suis allée à Intermarché, voilà. t'allais être ressourcé, quoi. Exactement. Donc vous avez chaque échantillon avec plusieurs gammes de produits. Je travaille à la communication. Comme quoi, il y a toujours un petit lien avec Ouais, la com, ouais. d'une certaine manière. Bosses Et elle- aussi et la pour bouffe. Inter, du coup, comment ça se passe Bah, j'essaye de placer mon profil. Donc, vous avez aussi un petit papier devant Oui, vous, effectivement, avec un stylo. avec un stylo. Et donc, le but du jeu, ça va être de goûter chacun des produits. Et tout Ouais. simplement, je vais essayer de choper vos réactions et voir quel vous préférez. D'accord. Est-ce qu'il y a des différences vraiment entre les marques? Entre les marques. D'accord. Et tu me voilà. diras après ce que sont les marques, du coup. Ou- Voilà, je vous D'accord. dirai éventuellement les marques, ou en tout cas, lequel est le moins cher. En fait, tu Le- fais une étude marketing, là. Complètement. Non, mais en fait, Devant l'air circonspect de Ben. bon, écoutez, j'ai Non, pris mais ce c'est que j'ai intéressant. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est aussi une étude sociale. Bah oui, c'est une Oui, expérience. C'est une effectivement. expérience sociologique, quoi. Ouais, puis alors on va. Et culinaire. Je sais pas si Il il est vaut mieux cul. fermer les yeux Bien. ou pas parce que selon les produits, ça peut pas forcément le même aspect. Mais voilà. Je pense que l'aspect est important, donc à mon avis, je sais pas si ça te va, on se remet, Ouais. on regarde. Allez. Et aussi parce que parler, Alors, pas à la écrire veille. et manger avec les yeux fermés, c'est difficile. Ouais. Et ce que je Pour propose aussi, c'est de mâcher devant le micro. On fait de la SMR. On dit qu'on fait de la SMR. Du coup. Il y a les 3/4 des gens qui vont décrocher hein, si on fait ça. C'est absolument fantastique. Tu pourras couper au montage Non, si non, c'est mais trop non, long. non, mais on va le faire. On va le faire. Aux chers auditeurs, Je soyez mâche prêts. frénétiquement On va faire de le la SMR premier ce soir. gâteau. à 21h41, un samedi, c'est samedi 11/07/2020, retenez bien cette date, de la SMR en direct, enfin en direct au montage, comme dirait Mickaël, respect pour lui, je ne sais pas où il est. Bref, c'est parti. Je Et prends ben, on va le ouvrir le deuxième numéro gâteau. 1. Je pense qu'on peut le manger en même temps. N'hésitez pas à dire ou C'est un espèce de brownie, il est un peu sécos, hein. À l'aspect, je sais pas ce que vous en pensez. Il est tout fripé. Il est fripé, ouais, c'est ça, plus que sec, c'est C'est fripé. relativement moelleux au toucher, mais c'est vrai qu'en apparence, c'est pas terrible. Mais sinon, ouais. ça donne pas peut envie en servir. apparence, Mais après, ça peut servir. après, ils sont bons. Oui. Après, moi, je pense que ça peut plus colmater peut-être des fissures dans des murets. Mais ça, Ah putain, il est dur à manger, hein. Ah, ouais. on n'est pas obligé de tout manger. Hein. Ouais, mais si, on va tout bouffer, n'arrive pas. Je crois que je le reconnais au goût. C'est les brownies avec la boîte bleue, non, c'est ça? Ouais, Je dirais rien. Ah, putain, je suis sûr que c'est le brownie avec la boîte bleue. Donc ouais j'ai c'est oublié le nom. exactement ça que j'ai pensé direct. Des trucs qu'on prenait. Vous avez déjà mangé les vôtres? Putain, j'ai lâché le micro. En fait, je suis pas sûre qu'on prenne des notes, mais. Ah oui. Mais non, Truc bleu, moi je mets entre parenthèses. Ouais, pareil. Je sais plus la marque, c'est Pas Papy de Brossard, sûr. non? C'est pas ça? Non? je dirais rien. Ok, bon. Allez, entre parenthèses, Papy Brossard. C'est le blind test des brownies, en fait. Bah, c'est pas trop mal, hein. En fait, ouais. je citerai pas les marques pour Ah, pas faire de placement de produits. Après, si tu cites plusieurs marques, techniquement, c'est plus un placement de Papy produit. C'est Brossard, vrai. Savannah et et j'ai plus de marque de gâteau. Je sais pas, moi je connais pas les marques de gâteaux, en fait. Marc Fleury, Marc Lavoine, Marc Dutroux. Mon dieu.
Faudra couper au montage Ça les sera 2 coupé. fois où j'ai dit papy. Je mettrai des bips, tu sais. Ouais, voilà. Sinon, on va me poursuivre en justice. Alors, numéro 2. Alors, numéro 2, on l'ouvre. On va pas bouffer encore. Oh ouais, Raph, faut suivre. Hein. En même Attends, temps, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est la même chose. C'est pareil, il est tout fripé aussi. Est-ce que tous les gâteaux de supermarché sont fripés ou correction. Ah, Est-ce il que a- tous les gâteaux de L'odeur est supermarché sont industriels? C'est vrai. Il y a une odeur on dirait une odeur de Nesquik un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah voilà, la texture est complètement différente. Hein. Ouais. C'est gâteau, on est plus sur du moelleux. Là, on peut plus faire de l'ASMR déjà avec. J'ai préféré le premier, je l'ai dit. Je suis Celui-là est pas d'accord. mal, il est moins lourd. Il est moins lourd, certes. Il est moins lourd, mais il est pas GG. Mais l'autre, pas bon non plus, on va pas se mentir. Hein. Ah, c'est pas de la grande. On n'est pas sur de la grande gastronomie, quoi. Le deuxième, il a moins de goût que le premier. Je trouve Mais aussi. ouais, le premier. Mais il avait une odeur que je préférais. Ouais. L'odeur, c'est important. Vous pouvez mettre des étoiles de 1 à 5. Ok, donc le troisième. Ouais, Le troisième. troisième ressemble exactement. Ils ont tous la même gueule, en fait. Et je trouve qu'ils se ressemblent tous physiquement. Non? Mais Je sais pas. mais je sais pas, j'ai mélangé les numéros, moi je sais Ah, plus mais lequel est. Pour le 2, je vais mettre une étoile parce que je trouve ça dommage qu'il y ait personne qui nous explique un petit peu comment Comment on ça a peut été fait. avoir le cheminement effectivement d'un brownie. Ah, celui-là, il est pas bon. Pas ouf, ouais. Ah. Ah non, mais. Ah, mais c'est pas que c'est Je dégueulasse, suis assez mais, d'accord avec toi. Il est pas bon. Hein. Ah. Ouais. Non, mais attends, mais. C'est un scandale. Ouais, tu peux nous rembourser ce que tu veux. aller voir de l'autre. Comment ça, on n'a rien payé? Ok. Bon bah Et le Attends, dernier, je- je suis sûr qu'il y en a un que t'as fait toi-même dans le Je goûte le troisième. non. T'imagines, C'est le piège. t'imagines, on dit que les 4 c'est dégueulasse. Hein. C'est le canapé. Celui-là, il est plus gras déjà. Celui-là, il est plus gras, je pense que ça va plus être macabre déjà. L'odeur est chelou. Mais attends. Non, c'est lui, il est excellent. Pas il est excellent. Bah, On dirait qu'il n'y a pas du chocolat dedans. Enfin, qu'il y a autre chose que du chocolat dedans. Est-ce que je suis un bon critique, Ben? Fais voir. Sur l'étiquette de Raph est marqué bof, 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 bof. Il est plus riche en beurre, j'ai l'impression. Mais il a l'air plus gras, ouais, effectivement. Bah, déjà, tu vois que ça a laissé des traces par transparence sur le sopalin. Ah, carrément, ouais. Il y a pas de gras sur le Là où les autres n'en ont pas laissé. Non. Moi, je dirais que c'est le 4 le meilleur, perso. J'attends vos. vos- Bah, dis donc, Remarque. un brownie, techniquement, à l'intérieur, ça doit être encore un petit peu C'est mi-cuit, quoi, presque, non? mi-cuit, ouais. Et lui, il est Pour correspond. moi. Lui, quoi, c'est celui qui est presque. Puis, tu vois, d'ailleurs, il se délite dans ma main. Donc, ouais, c'est un brownie. Clairement, c'est le meilleur. Le Donc, quatrième. du coup, est-ce que vous voulez le verdict du Bah, moins oui. cher Ah, bah, vas-y. Alors, le moins cher. Moi, je pense que le moins cher, c'est C'est le le troisième. numéro 3, je pense. ouais. Je crois que c'est le troisième. C'est le 3 et le plus cher, c'est le 4. Ouais, en effet. Numéro 3, c'est le plus bas de gamme. Ouais, bah, c'est le plus dégueulasse. Ouais, donc finalement. Parce que des fois, il y a des produits Après, il y a des qui surprises, c'est vrai. sont exactement. Exactement. Ce n'était pas son cas. Après, c'était À quoi défaut dans de votre citer la classement marque, ça t'embête de nous montrer le produit? C'est marqué. Bah, je peux dire la marque. Ah oui, hein. bah Ouais, oui. Vas-y, tu balances la marque, hein. C'est Chabrior, tout choco. Ça, c'est le numéro 3, du coup. Numéro 3, donc c'est Ah, le moins mais- cher. Mais c'est celui qui est Intermarché, en fait. Il coûte 1 euro et quelques. Enfin, vraiment pas cher, quoi. Il y a de l'huile de palme. Tu vois, de dedans, toute non façon, que déjà, dans le code du nutritif, il a le D. Ah oui, certes. Ça veut L'huile dire de quoi, D Ça veut dire qu'il est en rapport protéines, sucre et tout ce qui peut être présent dans le brownie en question. Bah, du coup, ça tend à être plus de la malbouffe. Hmm. Oui, il y a que 13% de chocolat dedans. Ok. Après, donc, en numéro 2, vous avez mis lequel Pour le moins En bon. numéro 2, Non, Bah, on a dit Ah, du moins bon au meilleur. bah, moi, c'était le 2. Je dirais Moi, le pour moi, je deux, dirais le 2, le deuxième moins bon, c'est le 2, ouais. le 2. Si c'est pas le 2, c'est le 1, mais ça sera pas le C'est 4. Ah, c'est le Brossard, Savane. Savane. Ah, c'est le Savane. Voilà. D'accord. J'ai jamais été un Tout grand fan choco des Savanes, aussi, c'est le deuxième en termes de gamme de prix. de gamme de prix. Le deuxième moins cher ou le deuxième plus cher? Il vient au-dessus de celui qui était dégueulasse. Donc, C'était le numéro 2, lui. lui, il est Il est un peu moins dégueulasse, mais... c'est le troisième en termes C'est plutôt de encourageant. gamme de. Tu vois qu'il est comme l'autre, il est en D, quoi. Ouais. Yes. Le dernier. Ça veut dire qu'on est bon. En Donc, deuxième position, du coup, vous avez mis. le premier, un. du coup. Premier, Celui qui a le paquet, ouais. le paquet bleu. Je suis Je prêt. suis persuadé que c'est le paquet bleu, donc j'ai Pareil. oublié le nom de la marque. Saint-Michel Ah merde, c'est C'est quel Saint-Michel. mec, putain. Ça, ouais. ultra fondant. Mais celui-là, il est pas mal. Il est quand pas même. mal, il est pas mal. Ouais, il est assez cher, hein. Achetez-le.
2,50€. Achète-le. 2,50€. Seulement 89 € la boîte. Waouh. Achète-le. Le meilleur pour vous, c'était lequel? Le le quatrième. Vraiment le Ouais, 4. dernière unanime, j'ai l'impression. Ok, bah c'est moi qui l'ai fait. Bah, Yes, je le savais, on était sûr. Tu sens que Voilà. ça n'a rien à voir. Mais on le sent. Et J'étais persuadé qu'elle avait mis un de ses gâteaux dedans. T'imagines, Ouais. ça aurait été hyper frustrant si on Mais- avait dit que le 4e était le moins bon. Ouais, mais justement, c'était un test Ça pour sentait moi. le- Je me ça suis sentait dit, le diable. voilà, si jamais il est dégueulasse, je le referai plus, quoi. Au moins, j'ai eu un avis honnête sur ce que j'ai fait, quoi. Donc en fait, tout C'est ça, c'était pas- un test. Ouais, c'était Bah, juste un exactement, grand le- test. Pour savoir J'ai si on aime profité ta de nourriture. l'occasion. Parce C'est qu'en hyper fait, on malin. n'arrête pas de me dire qu'il est bon, celui-là. Et tu voulais un avis Je honnête. voulais, quoi. exactement. Remarque, c'est assez habile. Hein. Ouais. Mais oui, oui. Ouais, Mais on ouais. se fera pas C'était, piéger le deuxième et point. ben, comme quoi, le prix, finalement, là, le moins cher était le plus dégueu et on va dire, le Et fait du- maison était le meilleur. Et du coup, le quoi. fait maison, est-ce qu'il est plus cher que les autres? Parce que c'est ça le truc, donc ça se trouve, c'est peut-être moins cher de faire des trucs fait maison. pense pas. Je pense que ça dépend. Ça dépend quel produit Tu prends pour le tu faire. prends. Si tu prends des œufs fermiers. Des chocolats biologiques. Voilà, c'est ça. De la farine bio. Après, moi, j'ai utilisé Sans des éthanol. ingrédients assez basiques, pas vraiment bio, etc. Donc, je pense que c'est quand même le moins cher. Par contre, ça D'accord. coûte du temps. Voilà. Ouais, mais c'est du temps qui est mis à partie pour un truc bénéfique. Le temps, c'est de l'argent. Et pour la petite histoire, c'est une recette de ma grand-mère Ah, d'accord. que je fais depuis toujours. Et il y a quelques temps, j'ai regardé une vidéo d'un gars qui parlait d'une recette, le meilleur gâteau au chocolat du monde, machin, d'une recette d'une chef étoilée, etc. Donc je regarde la vidéo et il se trouve que c'est exactement même le gâteau. même grammage que celui que je Ah. fais depuis des années. Voilà, donc c'est fou. C'est incroyable. Voilà, Donc c'est un peu comme si on avait goûté un gâteau de chef étoilé. bah un peu. J'ai rajouté du sel. Je sais pas si ça se sentait. Oui, Il y avait un petit goût salé, Ouais, dans ouais. le papy, j'ai Ouais, encore un utile, goût salé. le Mais c'est sel. utile le sel. ouais, C'est un petit côté. salé, mais... Ah, le beurre salé. Sous la main. c'est pas mal. Voilà ma petite contribution Du jour. du jour. Et du coup, c'était vraiment un gros troll parce qu'elle est revenue sur effectivement la recette de sa grand-mère qui était Ah ouais. la première chronique. Je Effectivement, c'est des trolls complets, bien joué, franchement. Ouais. Bien vu. vous ai je nous vous a ai brain, eu. Ta brain. Elle nous a brain. Clairement. Ben, c'est fantastique. Non, moi, franchement, je trouve ça génial parce que c'est humoristique, enfin, c'est tout, c'était vachement bon. Mais du coup, le gâteau, il en reste. Ouais, il en reste. Je vous donnerai le dégueulasse pour le petit déj demain. Yes. Cool. Mais du tien, je voulais dire. Mais oui, il en reste. Eh bien, du coup, merci franchement pour cette De rien. petite séance gustative. Nos papilles s'en réjouissent, n'est-ce pas, mon très cher Benjamin? Ils applaudissent. Eh oui, elles applaudissent même, je pense. Et du coup, tu t'as fait un peu le dessert finalement de cette chronique, mais il manque une petite cerise à rajouter sur tout ça. Et cette cerise, elle s'appelle Raphaël. Non, je t'ai plus. Est-ce que j'en fais trop ou pas? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être, c'est possible. En tout cas, je vais m'efforcer de coller à ton qualificatif. Alors les autres ont eu droit à une phrase d'introduction, et puis pas moi. Bah si, c'était ça ta phrase. Ah, Je viens d'accord, de te parce faire que- un ouais, oui. compliment. Des cerises sur Le le gâteau, gâteau. quand même. C'est clair. Mais moi, C'est clair. j'ai été profondément déçu par uniquement ce qualificatif. Ah. Ce qualificatif, je pensais mieux, mais c'est pas grave. Ça veut dire que moi-même, Mais il faut que je parce m'améliore. entre nous, les mots sont superflus, Raphaël, et parfois le silence d'or est mieux que la parole d'argent. Ça doit être ça. Bon, on va peut-être Inverser- commencer. Hein. Inverser l'expression, je sais plus que c'est le silence est d'or et la parole est d'argent, je crois. Non, c'est ça? Je ne sais plus. Oui. Bref. Ouais. À toi, Raphaël. Bien. Alors, du coup, moi, je vais vous parler de toute autre chose. D'habitude, j'essaie un petit peu d'ancrer les intérêts des uns et des autres pour parler d'un sujet, donc, du coup, qui s'avère être ma chronique. Il y a quelques semaines déjà de ça, j'avais parlé avec Marc, tu étais là Oui, parce que c'est j'étais toi là. qui animais l'émission, et de Maxime aussi. C'est l'épisode 11, souvenez-vous. Voilà, l'histoire d'un personnage historique qui s'appelle Miyamoto Musashi. Parce qu'en fait, pour moi, à la base, ce que j'aime particulièrement, c'est un peu les destins tragiques de personnages solitaires et avec une destinée quand même assez exceptionnelle. Et c'est le cas de ce personnage, comme ça pouvait être le cas d'autres personnes romancées que j'aime bien quand même, comme Turin chez Tolkien. Et ben là, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il a quand même une fin un peu plus mémorable. Donc du coup, je veux parler de Miyamoto Musashi. Donc, je vais pas refaire l'histoire que j'avais fait pendant cette chronique. C'est pas le but. Là, c'est de m'intéresser à l'écrit qu'il a
qu'il a laissé. En fait, dans les grandes lignes, pour vous resituer un petit peu l'histoire, puisque vous n'étiez pas là à ce moment-là, je parlais d'un personnage qui a vécu dans le XVIIe siècle, le siècle de guerre et le siècle qui forme le Japon, et il s'agit d'un personnage qui va se former à l'art du sabre, la voie du sabre, qui va passer de Ronin à samouraï, puis ensuite samouraï émérite, qui va devenir un des plus grands épéistes qu'a connu le Japon, voire même pour certains considéré comme l'un des plus grands manieurs de sabre de son temps et d'aujourd'hui, puisqu'il a laissé derrière lui plusieurs récits. Le premier, c'est celui de sa biographie, qui est rapporté souvent par d'autres personnes. C'est toujours le problème quand on est historien ou quand on essaie d'essayer de trouver le vrai du faux d'une histoire qui est quand même particulièrement romancée. Et l'autre est un de ses écrits qui justement tend à relier tout ce qu'il a appris envers la stratégie et comment du coup manier le sabre, puisque lui-même il a créé une école de sabre qui mènera celui qu'on connaît sous le nom de Kendo. Tout à fait. Donc, je vais parler du coup du mémoire, du livre qui va lui servir pour rédiger ses mémoires, ses conseils, ses tactiques du coup martiales, qui s'appelle, vous le connaissez peut-être, le traité des 5 roues. Je l'ai avec moi du coup. Alors le traité des 5 roues, dont son nom d'origine, de Gorin no Sho, puisque c'est 5 roues ou 5 rouleaux, puisque en fait en 5 parchemins, 5 rouleaux, il explique effectivement différents traits, différents aspects de la voie de la guerre, la voie de tactique militaire. Alors c'est un des livres les plus étudiés encore aujourd'hui. En tactique militaire, vous en connaissez d'autres aujourd'hui, parmi le top 10 on peut citer l'art de la guerre de Sun Tzu, un peu moins célèbre l'histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, mais quand même, ou encore la guerre des Gaules de Jules César. Donc du coup ce livre, je peux vous le passer, feuilleter si vous voulez pendant la chronique, il s'agit en fait d'une réédition. Une réédition qui est illustrée par Julia Brown et Emma Copestake. Et le livre, il est quand même, quand on le regarde, relativement rapide à lire, puisqu'il contient 272 pages, en comptant les notes et les remerciements. Et il est d'autant plus rapide et agréable à la lecture, car il contient, grâce à cette édition, une multitude d'estampes, de parchemins calligraphiés, de cartes géographiques, ainsi que de photographies de paysages et d'animaux iconiques du Japon. Donc à première vue, un régal pour les yeux, mais qu'en est-il du coup de son contenu ? On va s'intéresser un petit peu de ce que Miyamoto Musashi dit à l'intérieur. C'est bien son nom, puisque à travers ce livre, à travers les 5 rouleaux qui le composent, il a effectivement déterminé certains sujets très importants à la fois pour le maniement du sabre, certes, mais aussi sur des techniques de position, sur des techniques de respiration, de corps et parfois même de tactique qui peut être utile même pour vous et moi aujourd'hui. Alors pourquoi 5 rouleaux ? Est-ce que vous imaginez un petit peu quel nom il a donné à ces rouleaux, à ces chapitres. Chapitre numéro 1. Ce sont des rouleaux qui sont liés à thème d'éléments. Ah, il doit y avoir un truc sur la polyarctique, j'imagine. On est plus sur les éléments, éléments naturels. de confucianisme, un peu bouddhisme. Ah bah du coup, j'imagine si c'est au Japon, ça doit être l'eau, le feu, l'air, la terre, le vide. Oui, c'est ça. Dans l'ordre, la terre, l'eau, le feu, le vent et le vide. Bien qu'il réfute avoir été bercé par des principes bouddhiques, son ouvrage il est quand même parsemé d'allusions, voire même parfois de caractère confucianiste. Donc si je reprends le personnage, il écrit d'abord dans le rouleau de la terre, dans son premier rouleau, qu'il revient sur le style de son école. Alors bon, c'est vrai qu'il a ouvert une école, c'est-à-dire qu'il a ouvert son propre dojo à l'époque, et comme ceci il va pouvoir former des disciples, et comme ceci il va essayer de parfaire son art. C'est vraiment la portée, l'objectif de Miyamoto Musashi, c'est de parfaire son propre art du sabre. C'est pourquoi durant toute sa vie, il va se confronter à plein d'écoles différentes, des écoles qui sont parfois très sûres d'elles, qui ont une vision de l'art du sabre qui pour lui est fausse, puisque il va pendant ces 5 chapitres, ces 5 grands rouleaux, il va ne serait-ce que demander, forcer le lecteur à ne pas se fier qu'à sa force, mais aussi à plein d'autres traits de son existence, la philosophie, le fait qu'il doit se calmer aussi pour pouvoir étudier tout autour, et puis l'aspect aussi tactique de étude du terrain, quel pas adopter, et toute une partie surtout sur ne pas se créer des handicaps pour avoir davantage de certitude dans la victoire. Alors pour lui d'ailleurs, dans le rouleau de la terre, il désigne une chose qui est importante, c'est celle de la domination du terrain, premièrement. Parce qu'il existe pour lui, comme je viens de vous le dire, plusieurs façons d'affronter un adversaire, et la première c'est la connaissance par exemple des armes et du loup. Alors c'est tout bête, puis ça nous vient beaucoup à l'esprit quand il l'explique. Il dit que certaines armes, comme le Niigata, qui est une grande lance, ou encore la hallebarde, sont des armes qui ne trouvent leur intérêt uniquement en terrain ouvert. Et oui, parce que dans le cas contraire, elles se révéleront un handicap et profiteront à l'adversaire s'il y est préparé.
Ce qui veut dire qu'effectivement, il faut faire attention à quelle arme on va utiliser dans quel espace, parce que sinon ça peut très rapidement devenir un problème. Par exemple, là, si vous vous battez avec ne serait-ce qu'un sabre à deux mains, un grand sabre, ben voilà ce qui va se passer. On va quand même avoir un peu de problème à bouger. C'est pas seulement que pour les armes du corps à corps qu'il va théoriser tout ceci. Il va dire par exemple en ce qui concerne l'usage d'armes à distance, donc arc et fusil, puisque du coup... oui, c'est le début. Oui, c'est le début du fusil, on y reviendra. Il a quand même un avis très arrêté sur le sujet, pour l'arc surtout, parce qu'il écrit en ces termes: il est tout particulièrement efficace en terrain dégagé, toutefois il va sans dire qu'en tir à l'arc il existe beaucoup de fleurs mais peu de fruits. On pourrait se dire donc que son code d'honneur de samouraï n'apprécie guère le combat à distance, et donc du coup forcément il prône plutôt un combat d'honneur, un combat de corps à corps, mais en fait il n'en est rien, parce qu'il continue un peu plus loin, et justement à propos des armes à feu, qui ont été récemment importées par les Portugais sur l'archipel, rien de mieux qu'un fusil pour se battre depuis l'enceinte intérieure d'un château, ou sur un champ de bataille en terrain dégagé, avant le début d'un affrontement, même si au cours des combats il est moins efficace. Oui, parce que là, il récite un petit peu plus loin le fait que l'avantage qu'a l'arc par rapport au fusil, c'est que tu peux voir où tu peux envoyer la flèche, ce qui est pas le cas de la balle. Donc du coup, il a déjà ces visions-là du futur, et il voit que effectivement le fusil va prendre une place beaucoup plus importante que l'arc, mais ça c'est l'évolution de la technologie, sans aller jusque, comme tu l'as dit tout à l'heure Ben, on est quand même sur ça. Il parle aussi d'un élément très important qui est la position, c'est-à-dire c'est une autre façon d'affronter un adversaire. Pour Musashi, il existe 3 positions à adopter afin de ne pas subir un combat mais de le dominer. Vous le connaissez peut-être, c'est tout simplement soit l'on recule, soit on l'avance, The high ground. ou bien on conserve sa position. Tout à fait. Les mouvements de côté tels que aller à droite ou aller à gauche s'appliquent davantage au terrain qu'à l'adversaire. Il faut aussi surprendre l'adversaire par le rythme, en utilisant une arme, en effectuant un mouvement, une parade ou une attaque. Musashi m'a fait comprendre que sa voix du sabre n'était pas différente de celle de la musique ou encore celle d'autres métiers. D'ailleurs, il écrit par ces mots: en toute chose, il y a un rythme. Dans le monde, les rythmes empruntent des formes telles que la voix de la danse ou encore les rythmes des musiciens. Ainsi, plusieurs sortes de rythmes se remarquent en stratégie. Il faut comprendre le rythme concordant, puis le distinguer du rythme discordant, du rythme large ou étroit, lent ou rapide, et si vous ne comprenez pas le rythme en opposition, votre stratégie se révélera toujours inopérante. Et oui, parce que si on t'attaque, il faut forcément que tu puisses esquiver, et à un tour que tu contre-attaques, et ainsi de suite. C'est ça en fait, c'est la danse combat, c'est quelque chose que tu dois apprendre, et si tu connais pas, ne serait-ce que les bases, il peut y avoir un problème, tu peux très vite perdre ton défi. En résumé, donc du coup, dans ce premier rouleau, Musashi il exhorte le lecteur à ne pas uniquer, comme je le disais tout à l'heure, à ne pas constamment compter sur sa force, mais sur la compréhension de ce qui se passe tout autour d'un combat. Si vos armes ne sont pas adaptées, si votre tenue du terrain n'est pas réfléchie, ou encore si l'exécution des mouvements n'est pas fluide, c'est autant d'handicap à votre encontre que d'avantages donnés à votre adversaire. Quand on va parler du rouleau de l'eau, qui est le deuxième rouleau du livre, si on a parlé précédemment des conseils, des attitudes physiques à disposer reliant le corps à la terre, dans le rouleau de l'esprit, je vous l'ai dit, dans le rouleau de l'eau, Musashi, ça parle davantage sur l'esprit, notamment par la position des yeux, le maintien du corps, afin de ne rien laisser paraître, on dit la célèbre Poker Face. Par exemple, il dit en ces termes pour tout ce qui est le regard. C'est intéressant parce que j'ai fait le test, et effectivement, tu vois quand même des côtés positifs. Par exemple, il dit ne plissez pas le front, mais froncez les sourcils de façon à ne pas cligner des yeux ou à bouger les globes oculaires, ainsi vous montrerez une expression sereine. Le regard doit être large et ample, tout en connaissant la différence entre les deux formes de regard, la perception et la vue. Donc je disais, c'est quoi la perception et la vue, c'est la même chose. Non, parce que percevoir, tu utilises d'autres sens peut-être que la vue, non? C'est ça? Eh bien, il dit en ces termes, car si la première, la perception, est soutenue, la deuxième manque d'intensité. Ah, en gros... tu te concentres davantage pour la perception, et effectivement, la vue, c'est plutôt secondaire. C'est quand on dit, par exemple, entendre et écouter, c'est pas la même chose. Oui, c'est ça, d'accord. Voilà, tu entends quelque chose et tu écoutes volontairement. Ce qu'il appelle percevoir, ce serait plutôt regarder, en fait. C'est ça, c'est regarder avec ses autres sens et puis pouvoir avoir un maximum de chances de vaincre son adversaire. On en revient toujours à ça. Ouais. Et il évoque aussi la façon de déplacer ses pieds, en laissant flotter légèrement les orteils tout en appuyant fermement les talons au sol. De plus, les deux pieds doivent se déplacer en alternance, gauche-droite, droite-gauche, et ainsi de suite, sans privilégier un pied au détriment de l'autre. C'est toujours une question de désavantage en fait. Ouais. Si tu t'entraînes ne serait-ce qu'à une main, et du coup si on te fait jouer sur la deuxième, c'est bête, mais si par exemple on te demande de décrire
avec ta main droite alors que t'es gaucher ou vice versa, bah forcément tu seras désavantagé. Pour lui, il doit y avoir aucune faille donnée à l'adversaire avant de pouvoir parler à autre chose. Il faut enlever ses propres handicaps pour pouvoir avancer. Alors je passerai rapidement sur le reste du livre de Law. Non pas il est inintéressant, mais il relate en fait différentes postures et bottes pour un escrimeur. Alors c'est très intéressant pour quelqu'un qui fait de l'escrime, qui fait du combat, des duels. Et d'ailleurs il y a des noms à connaître qui sont astucieux, et qui, je vous le dis parce qu'il y en a certains qui m'ont fait sourire, parce que je connais pas en fait les différentes bottes en question, mais leur nom est assez sympathique. Par exemple, vous avez le coup de la pierre et de l'étincelle, le corps du singe d'automne, ou encore la frappe des feuilles pourpres. La frappe des feuilles pourpres, c'est hyper hyper deviner stylé. comment se traduit la fin de la frappe des feuilles pourpres. Avec du sang. C'est Oui, joli. j'imagine. Alors avant de clore ce rouleau de Law, Par contre, celui avec le singe, je vois pas trop comment ça peut se terminer. je te montrerai du coup le passage en question. Il est un peu difficile, c'est pour ça que je passais à côté de ça. Avant de clore du coup ce rouleau de Law, je voudrais vous parler d'un petit paragraphe qui m'a particulièrement plu parce que j'en ai moi-même fait des frais. En fait. Lorsque j'ai participé à un entraînement de kendo Oh, au dojo de Saint-Étienne, c'était plus une pub que j'avais reçue parce que je fais partie de l'association Francine de la Loire, et donc du coup dans le club de Mahjong dont je fais partie, on avait des pubs comme ça, donc un entraînement gratuit. Bon, j'y suis allé il y a de ça quelques années, et donc du coup le paragraphe qui m'intéresse, c'est celui qu'il a appelé le Katsutotsu. À l'aide d'un sabre en bois, j'ai dû contribuer en fait à l'époque à l'entraînement d'un jeune adolescent. En fait, en seule position de garde pour ma part, le jeune homme devait simplement me frapper aux épaules, aux mains ou à la tête, en retenant son coup dans les derniers instants avant de toucher mon corps. Et en fait, ces coups étaient agrémentés de cris. Et j'étais assez impressionné parce qu'à cette époque, se faire crier dessus de la sorte, je sais pas si vous avez vu des gens justement qui s'entraînent, mais c'est assez impressionnant. Moi, ça m'a laissé sans voix, miracle. En fait, le katsu, c'est le cri pour lever son sabre, et Totsu, c'est celui qui accompagne l'attaque. Et donc, du coup, forcément, j'ai compris à travers le livre du traité des 5 roues que les cris émis par les samouraïs, en l'occurrence, le jeune adolescent en l'occurrence, servaient à deux choses. Au-delà d'avoir pris un ascendant psychologique sur moi de manière indéniable, les cris servent aussi à contrôler autre chose. Vous savez quoi ? Non. le rythme cardiaque. Oui, la respiration pendant un combat, effectivement. Et donc, du coup, tout à fait. Alors après, vous avez, je vais rapidement passer sur les derniers. Pourquoi ? Parce que pour tout ce qui est rouleau du feu, c'est ce qui va m'intéresser le plus, parce que ce sont pas forcément des techniques de combat, mais c'est des petites choses qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. C'est des techniques de survie au quotidien encore. Tout à fait. Et les deux derniers, c'est plus une critique des autres écoles de la voie du sabre au XVIIe siècle qu'a connu justement Musashi. Et le vide, le dernier, c'est surtout un état d'esprit, et c'est beaucoup plus de la philosophie. D'accord. Et la philosophie du Japon du XVIIe siècle. Bien sûr. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup retenu. Alors pour le dernier, du coup, si je vous parle du rouleau du feu, on pourrait imaginer, c'est ça qui m'a bien séduit, Musashi, donner des directives de code d'honneur, vraiment donner un départ aux choses, vraiment très cadré. Et puis c'est un peu peut-être ce qu'on ressent nous en tant que français, qu'européens, de savoir que ces personnes ont un code d'honneur, et du coup nous on a cet esprit de la chevalerie qui vient tout de suite. Ouais. En fait, il en est rien. Faut connaître, quand on connaît l'histoire de Miyamoto Musashi, c'est pas quelqu'un aussi qui se prive de ruse. Oui, bah oui, c'est ce que tu avais dit dans ta chronique justement, qu'il avait l'habitude d'arriver en retard pour déstabiliser l'adversaire. C'est ça. C'était un peu une petite. En fait, il est bourré de ruses pour pouvoir s'assurer en fait la victoire. Je vous en donne quelques-unes par exemple. Déjà d'abord, pour lui, il faut toujours se placer dos au soleil le plus souvent possible, parce que comme ça, votre adversaire, il aura d'autres choix que de composer avec le handicap de combattre soit avec le soleil de face ou sur les côtés, ce qui est guère mieux. Oui. Et c'est effectivement ce que tu as dit aussi, arriver en retard. En fait, ça peut être une bonne tactique afin de décontenancer l'ennemi en lui faisant perdre patience, ou à défaut le faire douter de sa tactique. Ouais. C'est ce qu'il a fait justement dans son histoire relatée quand il est arrivé à Kyoto et qu'il a défié le clan des Yoshioka avec un des grands épéistes qui était Seijuro. Il l'a du coup déclaré en duel, et le lendemain matin, il devait arriver sur le lieu du duel, sauf qu'il était pas là, effectivement. Donc non seulement il est arrivé en retard, et donc du coup ça a décontenancé son adversaire, mais en plus il est arrivé avec des vêtements qui n'en étaient pas, presque, en haillons. Et qui se réveille d'une grosse beuverie de la veille. Alors que c'est l'une des plus célèbres écoles, donc du coup il y a un certain prestige à avoir, hein. C'est là où justement il les fustige dans les prochains rouleaux en disant que la richesse et puis la bienséance fait pas tout, parce que tu peux facilement vaincre quelqu'un comme ceci. Et la dernière, c'est qu'il arrive avec un boken, autrement dit un sabre en bois. Donc, du
coup comble de l'injure pour son adversaire qui va se précipiter effectivement pour réparer l'injustice, pour réparer l'injure, le déshonneur. Et malheureusement, il fait une erreur et il va commencer par attaquer. Et le problème, c'est que du coup, Musashi va l'esquiver simplement et frapper la nuque. Si je me rappelle bien, Seijuro va mourir d'un coup de boken derrière la nuque. La nuque a été complètement rompue par un seul coup. Et d'ailleurs, il dit aussi autre chose, c'est qu'il faut prendre une autre arme. Il faut avoir deux armes. Oui, 2 armes, ça sera son style. Pour lui, il va falloir avoir 2 armes, une arme pour pareil, une autre pour attaquer. Et il va pas se limiter à ça, il va dire aussi que si vous commencez à utiliser ne serait-ce qu'une seule arme et à vous habituer, le problème c'est qu'après, si jamais vous en avez une autre à côté, etc., il faut maîtriser toutes les armes. Mais Il faut aussi user des cris pendant les combats, parce que la voix, c'est un atout puissant, comme je viens de vous le dire, et qu'il est sous-estimé pour qui ne connaît pas sa force. Et j'en ai d'ailleurs déjà parlé, notamment avec Katsutotsu auparavant. Dans d'autres pages du rouleau du feu, il révèle plutôt les faux pas à ne pas faire en combat notamment. Il dit par exemple qu'il faut varier les coups. Il est possible dans un combat d'être contraint de faire un geste, une botte, un mouvement 2 fois, mais pas 3, sinon l'effet peut être désastreux. Ah oui, si on s'acharne à faire son coup spécial, au bout d'un moment l'adversaire le connaît. Et puis il va dire aussi, il va aller jusqu'à, en clôturant ne serait-ce que tous les rouleaux, il va faire une énumération de ce qu'il appelle les 36 tactiques martiales, et parmi elles, il y a celle de l'initiative qu'il utilise parmi un de ses combats. Il y a 3 types d'initiatives pour lui, celle où vous attaquez, celle où vous attendez que votre adversaire attaque, ou celle où vous attaquez tous les deux en même temps. Il a utilisé les 3 dans son histoire relatée, celle à Nara contre les moines des temples, où justement il a attaqué en premier parce qu'il savait très bien qu'avec les lances qu'ils avaient, les lances assez grandes, il devait fatalement devoir prendre le dessus avant d'être coincé dans un coin, hein. C'est le problème, ce qu'il disait justement, faire attention aux armes qu'on utilise. Et puis celle aussi de frère de Seijuro qui est mort sur le coup, rappelez-vous, à Kyoto, parce qu'il était arrivé avec ses vêtements à haillons, etc. Ouais. On vient de le dire. Et ben justement, juste après, son frère à Seijuro a voulu venger sa famille, quoi, et son école. Et du coup, il s'est précipité contre Musashi. Et il a eu un problème, c'est que malheureusement, il a voulu utiliser toute sa force. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Miyamoto Musashi l'a esquivé et la force de ce disciple justement l'a entraîné vers l'avant, donnant gratuitement justement à Musashi, qui lui a notamment d'abord privé le corps de ses 2 poignets, puis de sa tête. Et à cause de ça, parce que du coup les gens comptent trop sur leur force, et alors qu'ils n'ont pas vraiment le cerveau et la connaissance qui va avec. Sur ta connaissance et ton intellect en fait. Tout à fait. Pour terminer, je sais pas où est le livre. Il est juste à ta droite, voilà. Benjamin Larmino. Parce que je voulais vous dire un petit peu parce qu'à la fin du livre, il a laissé des préceptes. Alors du coup, il a laissé 20 préceptes. Et je voulais savoir si vous arrivez à vous identifier un petit peu à certains de ces préceptes. Pardon. Vous allez simplement compter ceux que vous avez, que vous estimez vous retrouvez dedans, et puis vous me direz un peu le nombre à la fin, comptez simplement dans votre tête, je vais pas aller très vite. Donc du coup, la première, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Éviter de rechercher les plaisirs du corps. Celle-là, je pense que on pourra pas la compter. Soyez impartial en tout. Bon Dieu. Ne soyez pas égoïste, mais faites preuve d'altruisme. Ne soyez jamais cupide. N'ayez aucun regret dans les affaires. Ouais, les affaires de la vie, quoi. Oui. Yes. Ne jalousez jamais autrui, en bien ou en mal. Ne vous laissez jamais attrister par les séparations. N'éprouvez aucune rancune ou animosité vis-à-vis de vous-même ou des autres. C'est chaud. N'ayez aucun désir d'amour. C'est horriblement dur. N'ayez aucune préférence. Ne recherchez jamais votre propre confort. Ne recherchez jamais les mets les plus fins pour contenter votre corps. Voilà, donc déjà on est à la moitié. Ah oui, quand même. Ah merde. Attends, juste, faisons une pause. Vous avez combien de points là, les gars? J'en ai 5 quand même. T'en as 5? T'as 5 que t'arrives à avoir là-dedans? Ouais, là je pense, ouais. Peut-être Moi j'en ai un, je crois. Moi c'est l'altruisme à la rigueur, mais. L'altruisme, j'essaye, mais c'est chaud. Ouais. C'est chiant. C'est chaud, oui, c'est chiant. La cupidité, ouais, si. Je pense pas être trop cupide. Je suis pas trop cupide, mais je suis quand même un peu. J'ai un petit côté dragon aussi parfois quand même. Donc, alors le reste, franchement. Et toi, Raph, tu nous diras à la fin, c'est ça? Oui, bah, okay. J'en ai aussi très peu. Mais justement, on va voir pourquoi vous en avez très peu, pourquoi on en a très peu.
Alors la deuxième partie sera peut-être un peu plus compliquée parce qu'effectivement il part plus vers le guerrier. Donc forcément on n'est pas vraiment des guerriers On a un peu des guerriers dans l'âme, physiquement, hein, peut-être. peut-être dans l'âme, mais... Alors je reprends. Ne vous enterrez. Ouais. Ne vous entourez jamais à aucun moment de la vie d'objets précieux. Ne reculez jamais pour de fausses croyances. Ne soyez jamais tentés par un quelconque objet autre que les armes. Consacrez-vous entièrement à la voie, parenthèse du sabre, sans jamais craindre la mort. Autrement dit, il faut que tu aies jamais peur. Oui. Même vieux, n'ayez aucun désir de posséder ou d'utiliser les biens. Bon, alors l'autre, la prochaine, ce sera plus question religion, en général, vous l'aurez compris, parce que... Vénérez les Bouddhas et divinités, mais ne comptez pas sur eux. Elle est pas mal celle-là. J'aime beaucoup. Même si vous abandonnez la vie, n'abandonnez jamais votre honneur. Et à la fin, n'abandonnez jamais la voie de la stratégie. Le 2 du 5e mois de la seconde année de l'ère Shō, Shinmen Musashi, j'ai signé. C'est le 2 mai 1645. Bah, il y en a pas là. Hein. Ouais, c'est vrai que la deuxième Zéro. partie est plus militaire, Ouais. quoi. Bien la phrase sur les Bouddhas. La phrase sur les Ouais, Bouddhas non, est ouais. très cool, ouais. Oui, franchement, il a des punchlines un peu dans cette... C'est clair. Ouais, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui fait jamais confiance à autre chose que lui. Et en fait, on le voit dans le livre, dans son développement, il laisse absolument rien au hasard. C'est-à-dire que le moindre aspect, qu'il soit météorologique, qu'il soit du terrain, qu'il soit de l'arme, du physique, du mental, de la position du corps, il essaie d'avoir tout bien, enfin au maximum, pour pouvoir ne laisser aucun avantage à son adversaire. Et c'est vraiment pour lui, c'est ça. C'est la voie qu'il a choisie, et du coup, c'est normal si vous n'arrivez pas à avoir beaucoup de points, c'est parce que cette voie, c'est la voie de la solitude. Et comme nous sommes des personnes qui sont plutôt des personnes sociables, Sociable. effectivement, c'est tout à fait normal que l'on s'y reconnaît pas. Les guerriers japonais du 17e Non, siècle. clairement Tout pas. à fait. non. Et je pense qu'à l'époque, je n'aurais pas été un guerrier japonais du XVIIe siècle. Je pense j'aurais été un pécor, à mon avis. Comme beaucoup de monde. Mais justement, Statistiquement, ouais. c'est un livre, celui qui est là, je l'ai dit dans le 11e épisode, mais il a été étudié par les traders de Wall Street. Parce qu'en fait, Oui. c'est encore un code que la société japonaise a, mais surtout le code social dedans. Parce qu'à un moment, il dit le commerçant se lève, le commerçant doit effectuer des bénéfices pour nourrir sa famille, il doit gérer son stand, telle est la vie du commerçant, etc., etc. Puis il arrive au charpentier. Et vraiment, le charpentier, la vie du charpentier, pour lui, c'est la vie parfaite. Parce que c'est quelqu'un qui va faire c'est l'allégorie de, tu fais une maison comme tu fais ta famille, comme tu construis ta propre voie. Et du coup, il prend petit à petit, il prend l'artisan, il prend le commerçant, il prend l'ouvrier. Et comme ça, en fait, il résume un petit peu la méthode de pensée qui, parfois, n'a pas changé, hein, pour les Japonais de l'époque et de l'avènement de Wall Street. Jésus est la profession parfaite, c'est ça, est-ce qu'on reboucle le film? Oui, Ouais, puisqu'il était charpentier, ouais. oui, Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire un parallèle avec ça. Enfin voilà, je voulais vous partager ce livre parce que il m'a beaucoup plu, hein, parce que forcément, quoi de mieux que d'étudier un livre que la personne en question qui a rédigé, c'est la personne qui vous intéresse le plus pour l'instant en tout cas. C'est pour ça que souvent quand on pose la question, si jamais tu devais remonter le temps et que tu devais parler d'un personnage historique, Toi, tu parles à Musashi, du coup. je pense que oui, au moins c'est quelqu'un qui a vu beaucoup de choses et qui a théorisé certains sujets qui restent encore aujourd'hui compliqués à évoquer. Il y a deux questions comme ça qui sont sympas. Avec qui tu aurais une conversation et avec qui tu te murgerais, avec qui tu ferais une soirée, une beuverie. Une grosse beuverie, ouais. Eh ben Je certainement trouve que pas ces avec deux lui. aspects, Certainement par pas avec exemple, Musashi, non, du coup, Musashi, non. Enfin, ça va pas être très fun. Ouais, bah ça donne envie en tout cas, et le livre est super Le beau livre quoi. est Oui, je super peux beau, vous le prêter, ne serait-ce qu'avec les les... photos sur Facebook, vous puissiez voir, mais ouais, il est très, très, très beau. Ouais. Franchement, achetez-le. Seulement 89 euros le livre. Je sais plus combien il m'avait coûté. Incroyable, ça fonctionne vraiment. On peut remercier Antoine Daniel pour cette Bah vanne qu'il a fait à ouais, plusieurs reprises. clairement. Je sais pas si je peux le voir sur le livre, mais apparemment... De quoi, combien ça coûte? Bon, à mon avis, ça Derrière, coûtait 40 non, balles. t'as pas Faire une étude marketing. Oui, c'était une De toute façon, trentaine il d'euros. faut pas hein, être je pense, cupide, hein. donc autant l'acheter. C'est ça, mais quand tu lis le livre, justement, il faut ne posséder aucun bien. Donc, il ne faut pas posséder le livre. Acheter ce livre, c'est déjà un échec. C'est un échec, donc n'achetez pas ce livre sur l'auditeur. En fait, Faut le c'est voler, tout peut-être. ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un ermite. Il dit quelque chose sur le vol?
sur le vol. Il y avait pas une histoire comme Musashi vivait dans une caverne où il avait passé des années. C'est C'est un peu le sur Diogène la, japonais en fait. c'est sur Ouais, la, mais fun, hein. c'est à la fin de sa vie justement que sur Ouais. le mont Iwato, je crois. Il rédige le traité des 5 coups pour un de ses disciples et puis après, Et après il meurt. et après il meurt et puis tu peux toujours visiter cette grotte où en fait il n'a vécu que devant le porche d'entrée où il y a une statuette, une statue de lui effectivement. Petite Vénus. N'éprouve aucun désir, Ben. Non, Et pour bah. les épéistes. On dira l'épée c'est enfin bref, c'est un peu phallique aussi. Bah bien sûr, bien Quand sûr. même, il y a un truc. Enfin bref. Bah merci Raph pour cette petite chronique qui au final tu disais que ça allait être un peu improvisé sur la fin, mais moi je l'ai pas ressenti du tout. Bah, il fallait détailler. En fait, il manque 2 rouleaux, mais bon après, Ouais, mais bon après. c'est Faut effectivement laisser la surprise aux T'en gens. as lu un, tu les as tous lus, quoi. Comme dirait Benjamin sur cette chronique, faut savoir ne pas savoir trop en dire pour laisser la surprise un petit peu aussi. Oui. c'est ça. Mais tu pourras avoir le singe d'automne tout à Ouais, l'heure. je regarderai ce singe d'automne tout à l'heure. Moi, ce que je vous propose maintenant, parce que le temps avance, c'est terminer sur un petit débat quand même, parce que voilà, ça fait bien On aussi de aime temps en bien temps. les débats. Et c'est histoire de faire genre que j'anime un petit peu, parce qu'en soi, si je fais rien, c'est comme si vous pouviez faire tout ça sans moi. Donc du coup, il faut que je trouve une utilité à C'est moi-même vrai quand même. On pourrait prendre le sujet de Ben avec qui tu boirais un coup, un personnage. Ça peut être marrant vous, aussi. vous voulez faire ça plutôt que notre sujet de base Je pense vous que ça ai peut être intéressé. intéressant. Ah, bah écoute, franchement, t'as l'air. Je suis pas du tout inspirée, là j'ai juste... Moi je mangerais peut-être toute seule, tu vois. Avec toi-même. Ouais. D'accord. Non, j'ai pas du tout réfléchi à ça non plus. Non, Non, mais, on peut embrayer là-dessus. Moi, je m'en fous. Hein. C'est mes sujets de débat, c'est vraiment des trucs que j'ai pas travaillé parce que j'ai la flemme avec mon boss en ce moment. À la base, chers auditeurs, le débat c'était vie rurale ou vie urbaine, mais on peut très très bien garder ça pour une prochaine fois. Donc. Je pense que on a. Et tous, puis on vit à la campagne, donc ouais, c'est voilà, pour ça qu'à la donc- base Oui. je voulais faire un autre débat, mais vous avez pas voulu le faire. Mais On peut. Ouais. mais du coup, faisons ce débat-là. Enfin, c'est pas vraiment un débat. C'est toi, du coup, Raph. On va commencer par Raph. Ça nous laissera Ouais. toi et moi, franchement, le temps de réfléchir avec qui on veut manger. Du coup, tu veux passer une petite journée avec Musashi et tu lui poserais quoi comme question du coup Est-ce que t'aurais une Oui, idée on de ce peut que faire tu pourrais ça. lui dire Oui, effectivement, on peut dire, si tu dois passer une journée avec un personnage historique, avec qui ce serait? Oui, on parlera de la beuverie aussi après. On va d'abord faire Ouais. un personnage historique avec qui tu passes une journée en mode interview, tu vois, genre détente, genre sur France 2, Papote. t'es sur un canapé, je sais pas, une émission un peu détente, un peu comme de tout et de rien, c'est ça. Enfin, je sais pas, Musashi, il y a de tout et de rien. Qu'est-ce que tu lui poses comme question? Bah, c'est un peu compliqué parce que là, tu peux, là. Imaginez une journée, alors j'en sais rien. Oui, où je parce suis que en là, intro, franchement, je tu suis l'as en perdu, intro. là, si tu lui demandes de Oui, faire. c'est ça. Bon bah je dois y aller, moi. Ah non, merde, je peux pas. Alors, C'est un gratin. je pense que si tu dis comme ça pendant une journée, je suis pas sûr que je choisirais Musashi puisque ça doit être quand même un petit peu difficile de suivre le personnage ou de s'entraîner ou d'avoir des principes bouddhiques. Moi, je titrerais peut-être Léonard de Vinci, ça m'intéresserait bien aussi. Léonard de Vinci, d'accord. Ouais, parce que il avait des bonnes idées et puis pour plein de choses, il était pas bien loin. Donc, ne serait-ce que comprendre le cheminement en fait de pensée de la personne qui a voulu faire prémisse de certaines inventions qu'on utilise toujours aujourd'hui, je pense que ça peut être intéressant. J'avoue. Je sais pas, Donc, comme donc le. Léonard de Vinci, alors tu sélectionnes Léonard de Vinci. Oui, je pense. D'accord. Toi, tu passerais ta journée avec qui, Ben? D'abord pour la journée intellectuelle, après on verra pour la beuverie. Alors pour le truc intellectuel, alors j'avoue que là tu me prends un petit peu de cours parce que moi j'avais plus réfléchi à la beuverie que. Mais je pense qu'un personnage histo ce serait quelqu'un de savant. Savant et bon vivant aussi pour quand même passer un bon moment, même sans que ce soit une beuverie non plus. Tu choisirais Diogène. Tu sais que t'es un grand fan de Diogène. J'avoue que je suis assez tenté par Diogène ou soit Diogène, soit peut-être Richard Feynman, je sais pas. Alors qui est Peut-être un Richard peu- Feynman pour les gens qui nous écoutent? un physicien, Et pour moi-même. physicien vulgarisateur. Richard Feynman, oui. Je suis le seul ici à pas connaître Richard Feynman. Non, t'inquiète pas. Ah super, merci je- franchement. Tu connais pas. Non, Richard t'inquiète, Feynman. je te soutiens. Je te sur- conseille, sur- je te conseille Pas forcément quelqu'un d'extrêmement célèbre, mais je te conseille de regarder le spectacle, le petit sketch d'Alexandre Astier à Montreux il y a quelques années Celui sur sur la Twitter, hein. physique quantique. Ah non, c'est la physique quantique, d'accord. Il en parle de Richard Feynman. ouais, il y a beaucoup. Moi je l'ai déjà vu ce sketch, mais j'ai pas. Mais retenu. peut-être, oui. Diogène, c'est pas mal, un philosophe ancien en plus. Ouais, peut-être Diogène. Passer la journée avec Diogène, il y aurait des moments embarrassants, bien sûr, mais je pense que ça peut valoir le coup. D'accord, bah Diogène alors.
Moi, je vais être très ethnocentré, je pense, dans mes réponses. Ah bah oui, mais moi je sais même pas qui répondre, hein, parce que là c'est complètement improvisé, donc je suis en... Toi, En franchement, t'as une idée de... PLS, C'est ça qui est bien. Avec qui tu voudrais passer le temps? Regarde, Bah- il veut être passé dernier. Mais, Je moi, ne sais pas avec qui je vais passer le temps, là. moi, ça va être peut-être une réponse un peu à côté dans le sens où c'est pas forcément un personnage historique à proprement parler. Mhm. Mais je vais dire mon arrière-grand-père. Ah, c'est vachement intéressant, ouais. Ben ouais, parce que finalement c'est un passé plus ou moins lointain, quoi. Et il était doyen de la fac de droit de Montpellier. Ah oui, d'accord. Et je pense que c'était quelqu'un d'assez... C'était des paysans. Ça aurait été moins fun. Non, mais du coup, je pense que c'était quelqu'un d'assez intéressant qui savait pas mal de choses. Je sais qu'il a fait, par exemple... il a fait passer des juifs pendant la guerre, il a aidé des étudiants, etc. Donc, du coup, c'est quand même un personnage que j'aimerais bien rencontrer, passer du temps ou un peu mieux comprendre mon passé, je sais pas. Voilà, D'accord. pourquoi pas. Non, mais oui, carrément. Bah, c'est... Vu que j'ai pas Pardon, je fais d'idée. peut-être bizarre parce que je réfléchis à qui... qui est-ce que je vais voir. Putain, qui est-ce que je vais pouvoir voir, moi? J'ai une idée qui vient de me fleurir l'esprit, mais ça va paraître bizarre si je la sors. Non, vas-y, faut que ça soit... Balasco. Adolf Hitler. Bah, j'y ai pensé à Hitler, moi. T'as pensé à Hitler? Peut-être plus pour le bourrage de gueule, du coup. Mais Je pense pas D'accord. que c'était un Ouais. état. Non, je pense pas non plus. justement, c'est un challenge. C'est un challenge. tu prends quand tu étais aux Beaux-Arts, enfin, juste avant. Non, moi j'ai Ouais. pensé, le truc qui vient de popper, parce que il y a plein de gens, je pense, avec qui je voudrais, je sais pas, discuter, etc. dans le passé, mais là, comme vous prenez de cours, j'ai pensé à rien d'autre qu'à, mais ça va vous faire rire, je pense, qu'à Jésus. Mais ne sais pas du tout. Enfin... Et en fait, je me suis dit là à l'instant, putain, tu remontes le temps, tu discutes avec Jésus, mais le vrai, l'humain, et tu discutes avec lui d'une part de sa philosophie et d'autre part de peut-être que ça l'intéresserait lui de savoir ce que c'est devenu en fait son délire en fait de base, et d'essayer de voir réellement qui est cette personne-là et qui a transformé complètement l'humanité en quelque chose de très particulier parce que la société capitaliste elle descend directement de la société judéo-chrétienne, donc du coup de son fait un peu à cause de lui. Et je serais curieux de savoir ce que la personne, l'humain derrière ça penserait de tout ça et qui il était réellement. Parce que maintenant c'est une personne qui est déifiée par les majorités des humains, et de savoir un peu de ça. Pour les gens qui me connaissent, j'ai un très très gros problème avec le principe de dogme religieux, et du coup parler avec une personne qui en a fondé un sans même réellement le vouloir, je pense que ça serait assez intéressant. Ouais. C'est bizarre parce que moi, Jésus, je l'aurais plus mis avec qui justement de bourrer la gueule parce que il y a un côté pratique aussi. Il faut pas c'est vrai Parce que quoi. Les mecs, C'est les apôtres, à mon avis, ils devaient se faire gueuleton sur gueuleton. se bourrer la gueule, mais après, Non, mais- bourrer la gueule, je pense que je prendrais quelqu'un T'imagines, d'autre, à mon si avis. ça se trouve, en fait, c'est juste un gars qui a fait des tours de passe-passe, et puis il y a un mec qui l'a cru, et puis il a répandu une parole, et à cause de cette, je sais pas. Ouais, mais justement, ça serait intéressant de savoir comment il faisait ses tours, tu vois. Ou alors peut-être que c'est un mec qui vient du futur. J'ai essayé Ou ça alors aussi, c'était ouais. un reptilien. Tu m'avais demandé aussi pour un... Bah, je suis désolé, mais nulle part dans la Bible il est écrit que Jésus c'était pas un vélociraptor. Hein, Bah, Raptor Jésus, hein. Ouais, Raptor Jesus, si tu nous regardes. Tu nous entends? Oui, si tu nous entends. Et donc, du coup, parce qu'on parle de se bourrer la gueule, tu te bourrais la gueule avec qui, Raphaël? Oh purée. Si je veux être rationnel, je dirais déjà que non pas que quelqu'un qui est monothéiste ne pourrait pas se bourrer la gueule, mais je pense que déjà à l'époque on pouvait se faire plus du fun qu'aujourd'hui. Je partirais peut-être plus sur quelqu'un et là L'Antiquité, du coup? l'Antiquité, ouais. Ouais, bien sûr. Je pense que je partirais tous plus pensé. sur du peut-être Alexandre le Grand dans ce style-là un peu où t'as Ah, genre, sa dernière murge. ouais bah, par exemple ouais dans Babylone la Pas murge la a dû être dernière, parce que ça devait pas être bien fun, mais. Tu pourrais risquer de mourir empoisonné. ouais non mais je pense que c'est quelqu'un qui savait faire Des gros stuff. des bonnes grosses stuff, ouais. Mais tu sais, pas les petites stuff là, je pense qu'il y a des bonnes stuff, Allez, une bonne stuff des bonnes orgies. à la Dionysiaque, ouais. Ouais. J'avoue, les orgies romaines, ça me... Ouais, moi, ça me donne branche pas mal, plus. ouais. Ah, ça te branche, toi? Ah, moi, ça me marche pas mal. Ah ouais, ouais. moi je sais pas, j'aurais un peu peur que je sais pas, Après, ça part trop en couille. bah, ça part Mais c'est le but, un en peu fait. trop en vomi, à mon avis. Ouais, mais... ouais, ou en vomi, ou en truc chelou, ou ouais. Bah moi je préférais que Moi, je ça sais que parte, je tu vois, pense- un truc chelou plutôt que... Je pense que je préférais juste me bourrer la gueule avec une personne. Enfin, les meilleurs souvenirs que j'ai de bourrage de gueule personnel, c'est des bourrages de gueule improvisés d'une part,
et souvent avec genre juste 2 ou 3 personnes quoi. Où tu te bourres la gueule avec 2-3 personnes, c'est pas juste une teuf où tu parles à personne, etc. C'est tu te bourres la gueule et tu te marres juste comme ça parce que c'était pas prévu du tout. Toi qui te bourres souvent la gueule, Ben. Déjà moins qu'avant, fort heureusement pour ma santé. Moi, carrément, ce serait Alexandre le Grand, hein, je vous le dis. Ah donc pareil alors. Et même une cuite assez spécifique, en fait, si je pouvais choisir laquelle. C'est avec son père. Non, ce serait après la conquête de Persépolis. Alors je suis plus tout à fait certain de cette anecdote-là, mais il me semble que ça s'est à peu près passé comme ça, mais à prendre avec des grosses pincettes. J'aurais dû vérifier. Donc, je savais pas qu'on allait parler de ça, mais de Cordien. en fait, il y a plein de trucs que j'aurais bien aimé voir. Déjà la vie globalement d'Alexandre le Grand, ce qui est vrai, ce qui a été romancé, rien que ça. Après, moi, j'apprécierais de faire un gueuleton avec lui, avec alcool, etc. Vraiment orgie éventuellement, pourquoi pas, mais mais voilà, des fêtes de dionysiaques, tout ça pouvait être assez fun dans le sens où malgré le fait que les gens qui ont écrit sur lui, ils aient écrit 1, 2, voire 3 siècles après sa mort, c'est quand même un personnage qui reste profondément humain. Dans le sens où il est capable des pires horreurs sur les gens qu'il a vaincus, comme il est capable de la plus grande clémence. Il est capable de faire preuve de la plus grande parcimonie, comme des excès les plus violents. Enfin, c'est vraiment un personnage humain à tous les égards, qui mêle grandeur et bassesse. Je trouve ça assez fascinant. Et le gueuleton en question, c'est le soir de la prise de Persépolis. Je vous raconte vite fait l'anecdote. Je trouve ça assez marrant, tel que je m'en souviens. Ça se trouve, je confonds plusieurs choses, mais il me semble qu'en arrivant à Persépolis, qui est le cœur de l'empire perse, vraiment, voilà, Persépolis. Et en fait, le soir, en arrivant, il se dit bon bah voilà, c'est la victoire, on va se faire un petit gueuleton, on va picoler. Et apparemment, ils ont beaucoup picolé, beaucoup trop picolé. Et en fait, Alexandre, apparemment, le soir, sans trop avoir de souvenir, le matin, il se réveille en dehors de la ville et il se rend compte que la ville a cramé en fait, et que le soir, ils sont un petit peu partis en couille et ils ont cramé Persépolis. Voilà. C'est un petit peu le very bad trip de l'Antiquité où tu commences gentiment à boire du vin pas trop dilué et puis tu te réveilles dans ton camp avec une gueule de bois monstrueuse et la ville de l'empire que tu viens de vaincre qui a flambé quoi. Bon, faudrait que je relise. J'avais une biographie faut que je relise ce passage. Je l'avais trouvé terriblement drôle. Elle est pas drôle. C'était perse, t'as le seum, je pense, mais cocasse, oui. C'est rigolo, quoi. Et c'est justement à cause de ces excès délirants que ça m'intéresserait J'en serais peut-être victime, hein. Oui, ça se trouve, tu crèverais peut-être, mais bien sûr. Peut-être que ça vaut le coup. Mais à défaut d'y participer, au moins d'en être témoin, tu vois, de voir ce que c'était. Est-ce que ça mérite cet aspect légendaire qui entoure... Est-ce que c'était juste une bande de poivreaux qu'on balançait des cocktails à cette journée, peut-être qu'on mourra ensemble, Ben, du coup. Bah peut-être. Vous la ferez ensemble, c'est beau. Bah c'est clair. Toi, franchement, t'iras où, du coup, pour savoir si je joue au même endroit que toi? D'ailleurs, des binômes. Oui. Non, je voulais dire que c'est quelqu'un aussi qui buvait beaucoup, qui avait un lever de coude qui était quand même très important. C'est quelqu'un, c'était mort. C'était quelqu'un qui s'enfilait parfois boisson sur boisson et qui il avait un bon jeté de godet, comme on dit. Il avait de bonnes phalanges. C'était quelque chose qui était connu de par les écrits, même si, comme a dit Ben, des gens qui ont relaté ces faits depuis des siècles et des siècles après. Faut toujours se méfier des historiens. Et Ben acquiesce. Voilà. Ce qui ne dit rien, mais il acquiesce. Alors franchement, t'as eu le temps de réfléchir avec cette... Ouais. Bêtises et je rectifierai en précis 2 ans. Moi, j'irai à Paris. J'intégrerai bien une team Picasso, Dali. Une bande d'artistes plutôt. Ouais, une bande d'artistes juste pour voir ce que ça donne. Alors, je sais que Dali était particulièrement barré, etc. Mais déjà pour l'ambiance de ces années-là et pour la ville et pour les artistes aussi. Ouais. Côté Paris belle époque quoi en fait. Ouais, c'est ça, plus des personnages quand même assez emblématiques de cette époque-là et une période qui semble assez festive quand même dans une certaine ambiance, hein, j'avoue. C'est peut-être pas l'ambiance la plus fun, mais l'ambiance un peu Minuit à Paris de Woody Allen quoi. Ouais, voilà. Ouais. J'ai pensé à ça. J'ai senti que c'était ça. Du coup, c'est pas belle époque, c'est début 20e quoi plutôt. Ouais, plutôt. Enfin, milieu 20e quoi, avant Seconde Guerre mondiale. Ouais. D'accord. Bah moi je ne sais pas.
Je ne sais vraiment pas avec qui je me torcherai la gueule ou qui est-ce que j'irai voir. J'ai pensé à un truc là quand vous parlez d'Alexandre, j'ai pensé au mystère d'Éleusis, qui est un mystère grec où on sait pas ce qui se passe dedans. Et après c'est juste ma curiosité et c'est un mystère pour les dieux de la terre, donc Perséphone, Déméter, Dionysos, etc. Donc il devait se passer des trucs probablement très intéressants, mais là comme ça je serais curieux de me dire d'en faire un pour se dire putain j'ai fait les mystères d'Éleusis quoi. Mais sinon après ouais moi je suis tenté par tout, je suis tenté par une bonne beuverie médiévale ça devait être très très sympa aussi je pense, une bonne fête de village. Non, je sais pas, effectivement, boire un godet en terrasse à Paris pendant fin 19e siècle, au début 20e, ça devait être sympa avant la guerre, avant tous ces trucs horribles. Et boire un coup demain au PMU. Et boire un coup demain au PMU, aller au PMU de Vallon-Pont d'Arc. Je reviens juste sur ce que j'ai dit, mais c'est bien ça. 0750. J'ai confondu allez voir Jamel. Plusieurs choses et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Je pense que j'ai bravo confondu Ben. Tu veux rectifier du coup Non, je rectifie pas parce que malgré le fait que cette anecdote se soit pas passée comme je l'ai dit, je pense qu'il y a eu d'autres conneries assez sympas. Ça vaut le coup d'être. Ouais, sûrement. Voilà, moi je sais pas, comme j'ai dit, je sais pas où spécialement j'irai, ni avec qui j'irai. Ouais, je sais pas. Je pense que boire un coup avec des artistes, comme tu as dit, ça doit être assez fun, assez sympa, une bonne discussion, tout ça. Mais je pense qu'au final, ce qui compte surtout quand on va boire un godet, quand on va manger un morceau avec quelqu'un, c'est surtout de le faire en bonne compagnie et de le faire avec ses amis, je pense. Est-ce que vous pensez pas ça au final? Ah bah je pense que c'est ce que l'on fait à peu près toutes les semaines, une ou deux ou 3 fois. J'attendais une réaction un peu plus tous les enthousiaste. soirs. Tous les soirs. Évidemment, on est d'accord, merci, Marc. Mais oui. Merci, putain. Mais bien sûr. Je me sentais tout d'un coup très seul. Je vois aux yeux de Raphaël qu'il est tard. Ah bon? Oui, ça se voit à tes yeux. Je lis dans tes yeux. Je lis dans son regard comme dans un livre ouvert. Tu lis dans mes yeux la même peur Car en qui effet, pourrait saisir ton cœur. Oh mon Dieu. C'est beau. C'est Diams. Presque. Presque. C'est Aragorn, fils d'Arathorn. Descendant des Uldurs. Bonne nuit. Bonne nuit. Bah terminons là-dessus. Bonne nuit. Non, merci à vous encore. On va Marc. s'arrêter là. Merci pour ce débat improvisé, cette bonne idée, Ben, c'était cool. Merci pour ta chronique, encore très sympathique. On Merci espère te à toi. revoir très bientôt avec une toute nouvelle palette de sujets, peut-être. Ce Et sera très chouette. écoutez, faudrait que je vérifie ma liste de sous-genres de la SF, mais à mon avis, on est arrivé au bout. Hein, donc, Et ben effectivement, de toute façon, on arrive bientôt au bout de cette saison de Tout et de Rien qui va bientôt s'achever, je pense, dans pas beaucoup d'épisodes. Merci à toi, Raph, pour ta nouvelle chronique plus branchée littérature, mais toujours japonisante, hein, bien évidemment. Pareil, on espère te revoir très très bientôt, mais de toute façon, comme tout touche un peu à sa fin, on se reverra peut-être tous probablement plus pour une saison 2. Je pense qu'il va rester 2-3 épisodes qu'on fera plutôt en studio, à mon avis. Et merci à toi, Fanchon, pour ce délicieux gâteau que tu nous as fait aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Et on t'a eu au début, on t'a à la fin, c'est parfait, c'est fantastique. Oui. C'est la boucle. Je suis les parenthèses. Ah oui, comme quoi, tu vois, il y a un thème commun. C'est la sociabilité, puis c'est le fait de vivre sa vie comme on l'espère, en ayant confiance en la technologie qui fera peut-être de nous un monde meilleur. C'est beau d'espérer, c'est chouette. Eh ben écoutez, merci à vous tous les amis. Merci à vous également, chers auditeurs. Je regarde le mur en vous parlant parce que je ne vous connais pas, je ne sais pas où vous êtes, mais c'est pas grave, je suis sûr que vous êtes des gens très 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 bien. Donc merci à vous tous de nous écouter encore une fois et on vous dit à très très vite pour un épisode. On va à nouveau vous parler de tout, mais surtout de rien. Bisous. 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 ciao. Il y a moyen que ça soit fun de vraiment avoir un truc comme ça. Me rappelle, c'est pas l'épisode pilote justement. L'épisode pilote était un peu dans cette formule-là et même s'il a jamais été diffusé, il le sera peut-être un jour. Bah, peut-être. Mais il y avait un côté, je pense, un peu fun de venir pas forcément préparé, on s'en fout. Moi, je peux préparer des jeux ou préparer des jeux, mais voilà. Enfin bref, là on parle d'un truc qui sera complètement coupé au montage. Mais voilà quoi. Enfin bref. Vous voulez aller chercher les pizzas? Il va être l'heure. Il va être l'heure.